Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Bretagne pour cette soirée exceptionnelle. Nous sommes en direct du FRAC, le Fonds régional d'art contemporain à Rennes, un haut lieu culturel breton qui nous permet justement d'évoquer l'avenir de la région qui va se jouer dans les urnes les 20 et 27 juin prochains. Bonsoir Nathalie, 8 Bonsoir, candidats Robin. avec nous ce soir pour débattre, pour confronter des programmes. Et justement, sont-ils si différents? Y a-t-il des rapprochements possibles pour le second tour? Eh bien, on va tenter de clarifier tout ça. J'animerai ce soir 4 duels, 4 face-à-face qui vont rythmer cette grande soirée de débat. France 3 Bretagne, en collaboration avec France Bleu, se mobilise pour faire vivre le débat. Nous disposons donc d'1h30 ensemble. À mes côtés, Laetitia Charbonnel, rédactrice en chef de France Bleu Armorique. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Nathalie. Les candidats vont se succéder autour de nous, 4 par 4, pendant des débats de 11 minutes, autour de 4 thèmes que nous allons passer en revue au cours de la soirée. Et je serai chargée du tirage au sort. 4 thèmes, aménagement du territoire, agro-industrie, transport et la Bretagne contre Paris. Chaque candidat participera donc à 2 tables rondes et nous commençons par la première. Claire Desmarre-Poirier, bonsoir. Vous êtes encartée chez Europe Écologie et Les Verts. Vous menez la liste Bretagne d'avenir, une liste écologiste et régionaliste. Loïc Chenet-Girard, vous êtes le président sortant socialiste. Vous menez une liste d'union à gauche intitulée La Bretagne avec Loïc. Pierre-Yves Cadalin, vous menez la liste Bretagne Insoumise soutenue par la France Insoumise. Isabelle Le Callennec, liste Issonhaut La Bretagne, liste soutenue par les Républicains. Droite, centre et régionaliste. En coulisses, 4 autres candidats patientent avant la prochaine table ronde. Thierry Burlot, vice-président à l'environnement, élu de la majorité sortante. Votre liste, Nous la Bretagne, est soutenue par la majorité présidentielle. Gilles Pénel, conseiller régional sortant du Rassemblement national, liste Une Bretagne forte. Daniel Cueff, ancien maire de Langouette, liste citoyenne écologiste intitulée Bretagne, ma vie. Joannick Martin, liste Bretagne responsable, soutenue par le Parti breton. Enfin, pour achever ces présentations, sachez que 5 autres listes ont été également déposées en préfecture. Nous leur donnerons la parole au cours de la soirée. Christophe Davier, liste Un autre monde. Kamel Elayar, liste Tous unis contre l'islamophobie, agir pour ne pas subir. Yves Chauvel, liste La Bretagne en héritage. Valérie Hamon, liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Et enfin, David Cabas, liste Debout la Bretagne, debout la France. Alors avant d'attaquer ce débat, nous vous révélons ce soir les premiers résultats d'un sondage réalisé pour France 3 par Ipsos Soprasteria, un sondage d'intention de vote lors du premier tour de ces élections régionales réalisé sur 1000 personnes du 3 au 7 juin. Et l'information principale, c'est que le Rassemblement national est en tête des intentions de vote pour la première fois en Bretagne. 20% pour la liste de Gilles Pénel, liste talonnée de très près par celle menée par Loïc Chenet-Girard et Thierry Burlot, ex aequo. Isabelle Le Callennec, distancée, apparaît en 4e position à 14%, suivie par la liste écologiste de Claire Desmarre-Poirier. La liste de la France Insoumise de Pierre-Yves Cadalin est créditée de 5%, juste devant celle de Daniel Cueff. Vous retrouverez tous les détails de ce sondage ainsi que notre dossier complet élections régionales sur notre site internet. Il vous suffit d'utiliser l'appareil photo de votre smartphone et de flasher le QR code qui apparaît en ce moment pour atterrir directement sur cette adresse internet. Alors maintenant, c'est la place du premier thème que vous allez tirer au sort, Laetitia, pour cette première table ronde. Et je rappelle, avant de démarrer cette soirée, que nous sommes tenus par le principe d'équité et que les temps de parole sont décomptés depuis la régie. Le premier thème abordé ce soir, les transports. La Bretagne est-elle sur la bonne voie ? Alors, s'il est effectivement un budget important pour la région, ce sont les sommes consacrées au secteur des transports, 22% du budget régional, un sujet très concernant pour les administrés qu'ont rencontré Antonin Billet et Jean-Michel Piron. Il y a certains jours où il y a peu de disponibilité pendant la journée, donc ça peut être assez embêtant pour les transports, surtout vers les petites villes aux alentours, quand on va vers Saint-Brieuc ou Saint-Malo, ce genre de choses. C'est un peu moins bien assez desservi, donc ça peut être le problème. Sinon, niveau prix, c'est assez bien parce que ceux qui ont des offres comme famille nombreuse et tout, ça reste assez accessible, donc c'est vachement sympa.
Moi, j'ai utilisé justement les bus cet été avec mon fils pour aller de Bretagne Nord au Sud. Alors, il y avait une petite application qui permettait justement de voir rapidement ce qu'il y avait entre TER, bus, etc. Donc, j'ai pu me déplacer très facilement de Lorient à la Côte-Nord. Alors, en plus, pour pas grand-chose, c'était vraiment 2 € le bus. Donc là, j'ai dit bravo. La région Bretagne dépensera en 2021 369 millions d'euros pour sa politique de mobilité. Ce budget sert principalement au financement du réseau de transport régional Breizhgo. Un réseau qui comprend les trains régionaux, des bus de transport et des cars scolaires, des liaisons maritimes vers les îles bretonnes et une plateforme de covoiturage. La région Bretagne est aussi propriétaire des aéroports de Brest, Rennes, Dinard et Quimper et elle finance l'achèvement de la route nationale 164, essentielle au désenclavement du centre-Bretagne. Le désenclavement, c'est un leitmotiv partagé par tous. Donc là n'est pas la question. La question, c'est plutôt comment désenclaver. Et là, on pourra avoir un désenclavement sur le tout routier, ou mettre le paquet sur, par exemple, des transports collectifs sur des lignes ferroviaires. Donc c'est surtout ça la question. Maintenant, sur le routier, et c'est important, il faut bien voir comment ce dossier, de toute façon, ne pourra pas être réglé, quelle que soit la majorité, par le seul Conseil régional de Bretagne. C'est, je le rappelle, de la voirie nationale. Et évidemment, le positionnement de l'État sera aussi déterminant sur ce dossier. Alors la région, ce sont notamment les déplacements du quotidien et en particulier en train. Vous avez entendu ce jeune homme qui regrette la fréquence de certains trains. Depuis 2017 et l'arrivée de la LGV, les associations d'usagers dénoncent notamment le délaissement des petites lignes régionales. Alors justement, quelles sont vos priorités pour le transport ferré? La première question s'adresse à vous, Loïc Chenet-Girard. Vous promettez d'augmenter la fréquence de ces TER, mais pourquoi ce n'a pas été fait pendant les 6 précédentes années? Ce sont des questions de priorité. Nous avons beaucoup investi au cours des dernières années sur les infrastructures, beaucoup de travaux pour rouvrir par exemple le célèbre Quimper-Brest, beaucoup de travaux pour entretenir nos voies, y compris au-delà de notre responsabilité. Et là, nous voyons qu'il nous faut plus que des trains à l'heure, plus que des rails, il nous faut du service. Et pour accentuer le service, il faut faire en sorte effectivement d'augmenter certaines fréquences, de répondre à l'attente de nos concitoyens et puis de mieux nous connecter avec notamment les bus urbains dans les agglos et les métropoles. Isabelle Le Callennec, certaines lignes TER ont été délaissées, dites-vous. Est-ce qu'il faut passer à une offre privée pour y remédier? Non, je ne crois pas. C'est le service public des transports. Moi, je fais campagne en TER et en train. Je ne croise pas grand monde dans ces transports en commun, mais je le teste. Vous ne croisez pas grand monde, hein? De nos candidats qui font des beaux discours sur les transports en commun. Vélo. Et donc, ce que je voulais dire, moi, c'est que la priorité, effectivement, c'est les transports du quotidien. On le voit bien, vous parlez de Brest-Quimper. Brest-Quimper, aujourd'hui, ça se fait en plus d'1 heure et quart. Et en fait, tant que les trajets seront au moins aussi longs que la voiture, les gens ne changeront pas. Donc, si on veut faire changer les habitudes, je crois que vous y avez mis à peu près 70 millions, 80. un petit peu plus que ça. 80 000. Il faut en effet qu'il y ait une tarification adéquate. L'autre jour, lorsque j'étais dans une rame, il y avait un sondage qui était fait auprès d'une jeune fille qui disait que c'est trop cher. Vous avez aussi eu la responsabilité de la ligne Retier-Châteaubriand, Retier-Rennes. Aujourd'hui, les associations nous disent que si ces travaux-là, 40 millions d'euros pour revenir sur le même schéma que 2016, ce n'est pas suffisant. Avec des bus, moi, je crois avec des bus qui... Alors, moi, je n'ai rien contre la multimodalité et l'intermodalité. Je pense qu'il faut justement, c'est de l'argent public. Le budget de la région, c'est 1,7 milliard. Il faut se donner des priorités. Pour moi, c'est clairement les priorités du quotidien et les navettes domicile-travail, et également pour les étudiants. Vous avez beaucoup d'étudiants qui ne trouvent pas de logement ou pour lesquels c'est trop cher. Il faut penser au pouvoir d'achat des familles qui pourraient tout à fait habiter dans nos villes moyennes, venir étudier, mais dans ces cas-là, il faudrait revoir les horaires et les tarifs. Claire Desmarres-Poirier, vous, votre idée, c'est plutôt de rénover les lignes transversales, de relancer les lignes transversales comme celle, par exemple, entre Auray et Saint-Brieuc. Mais ça prend beaucoup de temps, ça ne sera pas dans l'échéance d'une mandature, pardon. Alors non, mais par contre, ce qui se fait à l'échéance d'une mandature, c'est des décisions de cycle long. C'est le principe de ces questions de transport. C'est que les décisions qui sont prises sur un mandat, elles impactent la vie des Bretonnes et des Bretons pour des dizaines d'années. Le choix qu'a fait Jean-Yves Le Drian sur les 10 dernières années, c'était le choix de la LGV, la priorité à la LGV.
Nous, ce que nous souhaitons, c'est un retour au transport du quotidien et effectivement à des liaisons nord-sud, parce qu'aujourd'hui, on a un système qui est centré sur Rennes, et ce qui n'est pas logique, en fait, ce qui ne correspond pas aux dynamiques de notre territoire. Donc, on souhaite la réouverture d'une ligne entre Saint-Brieuc et Auray, qui traverserait le centre-Bretagne. L'analyste parlait des solutions pour désenclaver. Clairement, la solution que nous préférons, c'est une solution de réouverture de lignes de train du transport du quotidien. Il s'agit du transport des voyageurs, mais aussi du transport des marchandises, qui est insuffisant aujourd'hui. C'est un enjeu très fort, c'est un enjeu qui est écologique, évidemment. Plus on ramène de personnes et de marchandises de la route vers le rail, plus on réduit l'impact carbone. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Quitte à pouvoir installer une écotaxe d'équité quand le réseau sociale. ferré sera à même de transporter des marchandises? Alors ça, c'est aujourd'hui, la question ne peut pas se poser dans ces termes-là, puisque s'il n'y a pas de possibilité de ce qu'on appelle report modal, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre, clairement, l'écotaxe, c'est du racket. Donc il ne faut pas rentrer dans ces logiques-là, il faut être capable de proposer une alternative. Aujourd'hui, l'alternative n'existe plus. Il y avait une ligne de fret entre la Bretagne et la Normandie qui a été fermée. Quand M. Lahellec a acté que ça n'existerait plus, Non, c'est il pas a comme dit ça qu'il que n'avait ça pas... s'est passé. Non. Il n'a qu'à pas nous prendre le Mont-Saint-Michel, je trouve ça un peu léger. Ouais. Aujourd'hui, Ça on a aussi, c'est besoin léger. de pouvoir retrouver un chemin efficace de transport de fret. On a besoin de pouvoir aussi mettre dans nos ports, notamment Brest, Lorient, des solutions de fret qui sont qualitatives. Il faut des gares de triage, il faut des nouveaux outils. On a bien compris pour le fret. Pierre-Yves Cadalin, Yves Tabel Le Callennec parlait de prix, de cherté du billet. Vous proposez une gratuité des transports pour les moins de 25 ans? Mais tout à fait, je pense qu'il y a une dimension également de solidarité dans la politique des transports qui doit être essentielle. Et la jeunesse a beaucoup souffert cette dernière année de l'épidémie. Il faut donc immédiatement mettre en place la gratuité pour les 18-25 ans. Ça a été fait dans d'autres régions, par exemple l'Occitanie. Et je pense qu'il y aura là un signal positif, notamment pour le jeune qui parlait, à la fois sur la solidarité, mais également sur l'amélioration de la qualité du service. Avec la réouverture du Saint-Brieuc-Auray, c'est un horizon à poser. Et le Rennes-Fougères également, qui irait jusqu'à Caen. Voici des chantiers tout à fait importants. Mais plus fondamentalement, ce qu'il faut voir, c'est que la conversion de notre politique des transports doit être également pensée à partir de la question écologique et que le tout aérien, ce n'est pas possible. Et la région subventionne beaucoup l'aérien. Il faut donc réorienter 6 millions sur les aéroports chaque année. Alors, si vous voulez bien, monsieur l'aéroport, on en reparlera un tout petit peu plus tard dans ce débat. Parfait, mais je termine là-dessus, puisque j'ai commencé mon tour de Bretagne à vélo. Normal qu'Isabelle Le Callennec ne m'ait pas vu dans le train. Et vous allez monter dedans bientôt, et ça va être plus cher. Et je l'ai commencé Et à vous payez Caudan. pour votre vélo. Je l'ai commencé à Caudan et je veux envoyer un mot de solidarité aux ouvriers qui, depuis 7 semaines désormais, sont en grève et se battent pour la préservation d'un site industriel essentiel, nécessaire à notre politique des transports, puisqu'ils fabriquent des boîtiers de vitesse différentielle qui permettent à tous les véhicules de tourner, donc y compris les véhicules non thermiques. Il y a là quelque chose à préserver et c'est un scandale qu'Emmanuel Macron, ayant mis 5 milliards de prêts garantis sur la table, n'exige pas ce qu'il faudrait faire. Nous allons venir au thème des transports avec ce dessin de Loïc Schwartz qui illustre la fin des travaux de la route nationale 164, cette route qui traverse d'est en ouest la Bretagne par son centre. La fin est annoncée à 2028, à moins d'un ultime rebondissement, comme le souligne Loïc Schwartz. Nous serons alors 60 ans après le plan routier de Gaulle. Loïc Chenet-Girard, pourquoi on en est encore là? Mais parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher et il faut dire aussi qu'il y a des études poussées pour acquérir le foncier et gérer le sujet qui est important, qui est l'environnement. Et donc cette route a pris du temps. La région Bretagne s'est engagée à payer la moitié de la route, plus de 250 millions d'euros, 300 millions d'euros que nous mettons sur la table. C'est le seul endroit en France où on paye la moitié de nos routes nationales. Parce que sinon, on savait que l'État allait s'arrêter. Donc effectivement, la LGV plus cette RN 164, ça a mobilisé beaucoup d'argent de la région sur ces 10 dernières années. Et maintenant, il est temps d'aller sur le transport du quotidien, d'y mettre des moyens, de mettre en place un forfait mobilité pour les moins de 30 ans, pour faire en sorte qu'ils utilisent les trains, les cars, les bateaux Bresgo avec un forfait comme Deezer ou Spotify. Et ça, c'est très attendu. Et puis, bien entendu, étudier le sujet des petites lignes, mais sans faire rêver les gens. Il faut travailler là-dessus, travailler sur les études, réserver les emprises ou mettre en cocon les voies lorsque c'est possible et lorsqu'elles sont encore là, pour ne pas obérer l'avenir. Mais ce qu'attendent les gens, c'est dans les 2 années qui viennent, de nouvelles mobilités et la flexibilité vis-à-vis du vélo, vis-à-vis de l'autopartage, du covoiturage. C'est tout cela que nous devons proposer. Ce sont des services de mobilité qui sont intégrés entre eux avec les applis qui vont bien. Claire Desmarres-Poirier, c'est une priorité, cette nationale 164 ?
Je pense que ça, c'est un projet qui est tellement ancien qu'il est temps, il est temps qu'il arrive au bout. La priorité, clairement pour nous, c'est les transports du quotidien. Maintenant, je suis quand même interpellée par la question de l'intermodalité. Enfin, la majorité sortante n'a pas été à la hauteur sur cette question-là. À mon sens, aujourd'hui, on nous parle de faire payer les vélos. Alors, il se trouve, Madame Le Callennec, que j'ai beaucoup pris le TER, pas pour aller à Pontivy en l'occurrence, mais quand j'en avais la possibilité. Et j'ai échangé beaucoup dans le train, parce que j'échange en général pas mal avec les gens autour de moi. Et en l'occurrence, dans le train, c'est un espace très facile pour mettre à l'épreuve nos propositions, pour discuter, pour être en écoute aussi. Et j'entendais notamment un contrôleur qui regrettait en fait simplement le fait qu'il y ait une envie que le vélo soit présent dans les trains, mais que les décisions qui ont été prises sur les dernières années, alors que les écologistes ne font que ça, de dire préparer l'intermodalité, imaginez ça. Oui, mais il n'y a pas de demande. Mais la demande va venir parce qu'on sait, comparativement dans d'autres pays, qu'on est beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, ils ont des infrastructures qui ne sont pas forcément toujours adaptées. Et quelque chose de très important, un manque de moyens humains, parce que l'intermodalité, ça demande de la médiation, ça demande de la présence dans les trains. Et donc, quand on dit qu'on veut mettre plus de vélos dans les trains, par exemple, ça veut dire qu'il ne va pas seulement falloir avoir des rames qui peuvent les accueillir, mais aussi des personnes en gare et dans les trains qui accompagnent cette intermodalité. On va revenir à la question assez rapidement et très brièvement des aéroports. On le sait que l'aéroport de Dinard est en grande difficulté. Il y a 18 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Cet aéroport, c'est un des 4 aéroports qui est détenu par la région. Que fait-on? Faut-il garder cet aéroport? La Cour des comptes écrit à propos de la politique de Loïc Chénez-Girard, reposant sur un modèle obsolète sans vision d'ensemble ni approche coordonnée entre les différentes collectivités propriétaires, les modalités de gestion des infrastructures ont laissé perdurer un modèle qui n'est plus soutenable. Je crois qu'il faut tirer les leçons des enseignements de la Cour des comptes et précisément se fixer un horizon créateur lui aussi d'emplois, parce qu'avec le train, avec le vélo, avec le fluvial, on va créer des emplois, mais l'horizon, ça doit être la réorientation des subventions publiques aujourd'hui consacrées à l'aérien vers ces transports d'avenir, du futur, décarbonés, et qui, encore une fois, donc c'est vont fini, créer une dynamique d'emploi. l'avion, c'est fini. L'avion, par exemple, Brest-Paris, prenez Brest-Paris. Ça émet 7 fois plus de carbone de le faire en avion qu'en train. Et honnêtement, en temps, on ne s'en sort pas non plus beaucoup. Donc, à moins de 4 heures, s'il y a une substitution ferroviaire... Il nous reste 30 secondes pour conclure sur ce dossier. Sauf que Brest-Paris, lorsque vous allez discuter avec des chefs d'entreprise brestois, ils le demandent, ils l'exigent et ils estiment même que c'est l'aéroport, s'il devait y en avoir un à conserver, qui doit être conservé. Vous rencontrez plus les chefs d'entreprise que les salariés. On devrait y aller ensemble. Non, je rencontre aussi les salariés parce que je considère qu'une entreprise, c'est à la fois les chefs d'entreprise Vous savez, et dans les le train, on peut salariés. travailler. Et le capital humain, ce sont tout à effectivement fait les salariés. Donc productif. sur les aéroports, effectivement, la région est propriétaire de ces aéroports. Moi, je pense que si on veut discuter aménagement du territoire, il faut les aéroports, il faut les routes, vous l'avez dit, et nous, évidemment, on est opposé à l'écotaxe, parce que vous avez 95% des Bretonnes et des Bretons qui vous disent « Moi, je n'ai pas d'autre solution pour aller travailler, pour aller sur mes loisirs, que d'utiliser la voiture. » C'est pour ça qu'il Je faut pense que développer les transports. c'est un mix. Il faut un schéma régional des transports et des modalités et des mobilités. Ça sera le point de conclusion de cette table ronde. Place maintenant au premier duel. Loïc Chénez-Girard, je vous invite à rejoindre Robin Durand et votre premier contradicteur. Et oui, pour commencer cette série de 4 duels, donc Loïc Chénez-Girard qui va se retrouver face à son ex-vice-président à l'environnement, Thierry Burlot, qui conduit désormais une liste soutenue par La République En Marche et par les centristes du MoDem et de l'UDI. Messieurs, regardez, un petit chrono va démarrer. On a exactement 5 minutes pour clarifier certaines choses. Et je vous propose d'abord de regarder le sondage Ipsos que l'on publie depuis ce matin. Regardez les résultats des intentions de vote du premier tour. Vous êtes au coude à coude, mais derrière Gilles Pénel, le camp progressiste arrive divisé devant les électeurs, ce qui permet au Rassemblement national d'être pour la première fois en tête des intentions de vote en Bretagne. Pas de regret sur ce rassemblement raté des progressistes? Thierry Burlot. Écoutez, d'abord, moi je tiens à préciser que je suis soutenu évidemment par l'UDI, le MoDem, La République En Marche et Territoire de Progrès. Et je d'ailleurs précise que le Territoire de Progrès est coprésidé par Olivier Dussopt et Jean-Yves Le Drian. Donc moi, je m'inscris pleinement dans les orientations qui ont été posées par Jean-Yves Le Drian depuis 2004. Donc je n'ai aucun regret. Aujourd'hui, j'ai rassemblé les Bretons et les Bretonnes. Je constate que les Bretons et les Bretonnes répondent à cet appel, à ce rassemblement, à ce dépassement. Et j'invite tout simplement Loïc Chénez-Girard à nous rejoindre. Alors, votre réponse, Loïc Chénez-Girard? Moi, je crois qu'il faut de la cohérence, de la fiabilité et
une forme de fidélité à ses valeurs. Et moi, je suis resté sur ma ligne, sur mon engagement, sur celle qui était la nôtre lorsque nous avons été élus. Je veux aller de l'avant avec une équipe, j'assume ma ligne, ma couleur, je ne change pas de casaque pour pouvoir faire un coup. Et puis je pense que c'est ce qu'attendent les gens, de la fiabilité. C'est ça qui est important. Il y a un homme qui nous regarde peut-être ce soir, qui vous devez beaucoup, que vous revendiquez son héritage tous les deux, c'est Jean-Yves Le Drian. Il ne doit pas être content ce soir. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il peut être encore le grand médiateur, le grand réconciliateur pour vous, Loïc Schneider ? Nous sommes en République et nous avons chacun à assumer nos responsabilités. Moi, j'assume les 10 années passées avec Jean-Yves Le Drian, j'assume cette capacité à travailler ensemble et ce dépassement, j'assume la capacité de tenir sur une ligne et pas de varier et de godiller. C'est ça qui est important pour l'avenir de la Bretagne. Et les Bretons et les Bretons, ils ne veulent pas que tout se décide à Paris, ils ne veulent pas que les accords et les combinaisons politiques se négocient à Paris. Mais vous n'êtes pas prisonnier justement des appareils politiques La preuve que non. Vous auriez pu, franchement, votre programme, il faut vraiment regarder de près pour voir des différences. Moi j'en ai un, 77 propositions, 6 tonnes. Non mais attendez, c'est une plaisanterie. Nous avons un programme qui est très clair. Aujourd'hui, il s'agit de rééquilibrer la Bretagne et de faire en sorte que le pays de Rennes, qui tire aujourd'hui toutes les richesses du développement économique et de l'attractivité de la Bretagne. Moi, je veux m'adresser aux 21 pays de Bretagne. Je veux rééquilibrer cette Bretagne. Je veux réussir les transitions avec les Bretons et les Bretonnes. Et pour parler de Jean-Yves Le Drian, moi, ce que je voudrais vous dire, très clairement, aujourd'hui, et quand je vois, moi, je ne vais pas chercher mes ordres à Paris, c'est Madame Hidalgo aujourd'hui qui vient en Bretagne nous dire qu'il faut que les socialistes fassent leur rassemblement avec Europe Écologie Les Verts. Eh bien, c'est surtout pas ça que j'ai besoin. Que nous avons besoin ici. Écoutez, la métropole de Rennes, elle fait partie de la Bretagne. La métropole de Rennes fait partie de la Bretagne. Et l'argent que je mets sur la métropole rennaise, elle est indispensable. On ne va pas dire, parce que la métropole a plus de moyens que le centre-Bretagne, qu'on va moins nourrir les enfants dans les lycées, qu'on ne va pas aider les chômeurs, qu'on ne va pas aider à organiser cette cité. Il y a des quartiers prioritaires comme ailleurs. Nous devons bien entendu faire des efforts supplémentaires dans les territoires les plus fragiles, mais nous devons aider toute la Bretagne. Quant à la spécialisation des territoires, j'ai été maire, vous avez été maire, qui accepterait que les villes soient spécialisées par la région Bretagne ? Chacun assume ses responsabilités et nous accompagnons cela. Votre électorat progressiste est très volatile. Aujourd'hui, on sent qu'il hésite entre deux candidats, vous, Thierry Burlot, vous, Loïc Schneider-Girard. C'est quoi la différence entre Thierry Burlot et Loïc Schneider-Girard ? C'est un style, c'est une méthode de gouvernance ? Moi, je veux faire de la Bretagne une terre d'équilibre, de rassemblement. Je n'ai jamais dit qu'on n'avait pas besoin de métropole. Mais tout concentrer sur les métropoles, c'est pas le cas. Non. Ce n'est pas le cas. Laissez-moi parler, M. Schneider. Tout concentrer sur les métropoles, non. Je veux réussir la transition écologique avec les agriculteurs, avec les Bretons et les Bretonnes, et pas contre eux. Et je sais très bien où va nous amener l'alliage du deuxième tour, le rassemblement entre les socialistes, dont M. Alors justement, on va regarder les intentions de vote du second tour. On va sur l'affiche et Europe Écologie Les Verts. On va regarder les intentions de vote pour le second tour. 5 listes sont qualifiables pour la finale. Une victoire assurée passe par des alliances ou des fusions. Loïc Schneider-Girard, c'est clair, vous performez si vous obtenez le ralliement des écologistes. Le téléphone va sonner dimanche soir, le 20 Bretonnes juin. et les Bretons, ce sont eux qui vont choisir. Et laissons-les choisir. Faisons ce débat jusqu'au bout. Assumons nos cohérences. Affirmons les différences. Est-ce que l'option d'une alliance avec les Verts est sur la table aujourd'hui ? Ce n'est pas le sujet. C'est les Bretons et les Bretons qui choisiront. C'est les Bretons et les Bretons qui choisiront. Avec le score que vous avez présenté ce matin, avec les taux d'erreur que vous présentez ce matin, on ne sait pas ce qui va se passer. Attendons, regardons comment les choses se passent et assumons toute la Bretagne. Voilà une différence. Voilà une différence. Moi, je n'oppose pas la métropole aux campagnes. On l'a compris. Thierry Burlot, vous allez devoir puiser dans des voix. On voit aussi les intentions de vote pour le second tour. Vous avez un allié naturel aujourd'hui ? Mais évidemment, Loïc Schneider-Girard, et je l'invite à venir me rejoindre. Il fallait rester, cher ami. Il fallait rester. Laissez-moi finir. Je l'invite à nous rejoindre. Je vous précise que le rassemblement, c'est moi. C'est moi. Je suis sur la lignée de Jean-Yves Le Drian. Je suis sur le projet du Breslam. Donc j'invite M. Loïc Schneider-Girard à rejoindre ce On quitte grand un bateau rassemblement. et on saute dans le bateau. Il y a un problème. On quitte le bateau et on ressaute dans le bateau. Il y a un vrai problème. Non, c'est vous qui... Le gong a retenti. Merci messieurs, merci à tous les deux d'avoir lancé cette série débat. Vous restez juste un petit peu avec moi. On rappelle que 13 listes sont en liste pour ce premier tour des élections régionales. Toutes les têtes de liste, on l'a dit, ne sont pas présentes sur notre plateau, mais on leur donne la parole pour respecter l'équité. On va tout de suite écouter Valérie Hamon, la candidate de Lutte ouvrière et ses priorités pour la Bretagne. Ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est que ceux qui ont pallié à la pandémie
ceux qui ont fait tout tourner, tout fonctionner pendant des mois et des mois, ce sont les travailleurs, les petits exploitants, les petits agriculteurs, les seuls en fait qui ont été capables de faire tourner l'économie. Ce ne sont certainement pas ni les actionnaires, ni les grands patrons. Alors nous, dans ces élections, ce qu'on veut leur dire aux travailleurs, c'est qu'on est légitime de se faire entendre. On continue là d'être attaqué de toutes parts par des licenciements, par des congés qui nous sont retirés, des baisses de salaire, le chômage partiel. Eh bien ça, il faut le dénoncer dans ces élections, d'une part, et on peut aussi dire dans ces élections qu'on a conscience, nous, en tant que force sociale, celle du camp des travailleurs, eh bien que non seulement on est capable de faire tourner la société, de l'organiser, eh bien on est aussi capable de la diriger. Voilà pour cette prise de parole de Valérie Hamon. Nouvelle table ronde. 4 autres candidats nous ont rejoints. À ma droite, Joannick Martin, Thierry Burlot. À ma gauche, Gilles Pénel et Daniel Cueff. Je laisse Laetitia tirer au sort le prochain thème de débat. L'agro-industrie, avec cette question, je t'aime, moi non plus. Alors avant d'ouvrir cette discussion, je vous propose, pour planter le décor, ce module pour faire le point, préparé par Antonin Billet et Jean-Michel Piron. Aujourd'hui, la Bretagne, c'est l'agroalimentaire, c'est les fermes, c'est les agriculteurs. Il faut vraiment qu'on garde ce côté-là en avant, il faut mettre le côté écologique, mais c'est aussi compliqué comme histoire. On est entre deux feux, on va dire. Et c'est sûr qu'il faut penser à notre écologie, mais il faut produire aussi pour manger. On sait ce que ça amène. Ça amène ce qu'on voit dans la baie de Saint-Brieuc, l'utilisation massive des pesticides, donc les algues vertes, etc. Donc moi, je suis pour une agriculture raisonnée. Je pense qu'avec une agriculture raisonnée, on peut nourrir tout le monde. La Bretagne est la première région agroalimentaire de France. Ce secteur est le plus gros employeur industriel de notre région, environ 50 000 emplois directs et plus de 70 000 en comptant les intérimaires et autres prestataires. L'agroalimentaire breton, c'est environ 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont un quart réalisé à l'exportation. 90% des entreprises ont moins de 20 salariés. Mais la Bretagne compte aussi des grands groupes d'envergure internationale dépassant le milliard de chiffre d'affaires. Reste que l'impact environnemental de cette industrie et plus généralement la remise en cause du modèle agricole breton bousculent les certitudes acquises. C'est un thème fort et on le voit déjà parce qu'en réalité, il croise finalement deux enjeux. Il croise d'abord un enjeu économique. Et on sait bien en Bretagne quel est le poids de l'agriculture, mais de manière plus générale, l'agro-industrie, plus important que dans la plupart des régions françaises. Et ce premier enjeu se croise évidemment avec un second enjeu, c'est les questions de santé et d'environnement. Et on sait bien en Bretagne comment l'agriculture est une source de pollution importante qu'on retrouve à travers les indicateurs dans les pollutions de l'air, dans les pollutions des cours d'eau, dans les pollutions des sols. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement un enjeu important et un enjeu bien sûr autour de l'avenir du modèle qu'on qualifie de modèle productiviste breton. Oui, question centrale de ces élections régionales, le modèle agricole breton. Faut-il le remettre en cause? Un sujet que nous illustrons avec une image d'actualité, les algues vertes de retour en quantité en baie de Saint-Brieuc. Et deux rapports, celui de la Cour des comptes, celui de la Commission des finances du Sénat. Des bilans plutôt sévères, en résumé, dénonçant des avancées, certes, mais des avancées limitées, des moyens trop faibles, des contrôles insuffisants. Et toujours, encore, le monde agroalimentaire montré du doigt. Thierry Burlot, vous êtes costarmoricain, à la tête du comité de bassin Loire-Bretagne, vice-président en charge de l'environnement. C'est votre bilan qui est jugé là. Est-ce que c'est un échec? Écoutez, moi je vais vous dire, la région Bretagne a été la première région d'Europe à rentrer dans les contentieux sur les nitrates, puisqu'on dépassait les 50 mg par litre dans les cours d'eau. Et au moment où je vous parle, on est la première région d'Europe à sortir des contentieux. C'est dire que les agriculteurs et les agricultrices de Bretagne ont fait des efforts considérables. Il nous faut poursuivre, continuer inlassablement. Et ces rapports que nous venons d'obtenir, de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes et du tribunal administratif d'ailleurs, doivent nous dire une seule chose. Il nous faut de la cohérence. Et c'est pour cette raison que nous demanderons, je demanderai au gouvernement, la régionalisation des aides de la politique agricole commune pour faire en sorte que économie et écologie marchent du même pied. Alors il faut de la cohérence, mais il faut aussi des contraintes, puisque la base du volontariat n'a pas fonctionné. Mais vous savez le problème aujourd'hui, vous prenez la baie de Saint-Michel-en-Grève aujourd'hui,
Vous savez que les teneurs en nitrate de cette rivière sont de 20 mg par litre de nitrate, qu'on peut qualifier comme exceptionnel. Oui, mais il n'en reste pas moins que les algues vertes sont toujours là. Mais bien sûr. Et les scientifiques nous disent qu'il faut descendre à 10. Donc il faut aider encore plus les agriculteurs à faire. Et les contraindre. Non, les aider à faire. Ce n'est pas les contraindre, c'est les aider à faire et les rémunérer pour faire. Et moi, je crois beaucoup dans cette force collective qu'on a mis en œuvre en Bretagne. Vous savez, on se fait beaucoup de mal, hein. On se fait beaucoup de mal. Mais je puis vous dire, et même Haut-et-Rivière le reconnaît, on est la première région de France organisée comme on est aujourd'hui sur la reconquête de la qualité. Alors justement, Haut-et-Rivière de Bretagne vient de lancer une pétition, je dis stop aux marées vertes. Elle s'adresse au futur président et elle demande de conditionner les aides publiques à un respect environnemental. Gilles Pénel, l'avez-vous signé? Non, je n'ai pas signé cela. Je voudrais d'abord rendre hommage aux agriculteurs qui travaillent très dur, 60-70 heures par semaine, pour des revenus parfois inférieurs à ce que touche un immigré rentré clandestinement en France. Moi, je n'ai pas soutenu Haut-et-Rivière et je vote contre les subventions à Haut-et-Rivière. Je suis d'ailleurs le seul groupe à voter contre parce que ces gens-là stigmatisent les agriculteurs. Ils les montrent du doigt, ils les accusent, ils leur font un procès qui est injuste. Parce que s'il y a aujourd'hui des acteurs de la transition agricole, ce sont bien les agriculteurs. Ils ont fait d'énormes efforts, ils ont augmenté leurs coûts de production, ce qui d'ailleurs a baissé leurs revenus, pour aller vers cette agriculture raisonnée. Ils nous produisent aujourd'hui des produits d'excellente qualité et je ne supporte pas cet agribashing, entre autres véhiculé par Haut-et-Rivière et bien d'autres associations, parce que cet agribashing, j'étais avec eux hier dans le Finistère, c'est la première chose qu'ils m'ont dit, l'agribashing, c'est pour nous une blessure, parce qu'on doit être reconnaissant de l'immense travail qu'ils font, c'est un beau métier. Le Rassemblement national est derrière les agriculteurs, l'agroalimentaire. Je terminerai en disant il n'y a pas de Bretagne sans agriculture forte. C'est une idée que vous partagez, Daniel Cueff? Je ne partage pas l'idée de mettre de l'huile sur le feu. Franchement, je pense que nous sommes dans une situation complexe et qu'il faut prendre la mesure de cette complexité. Et là où ce que je propose, c'est de fixer vraiment un indicateur breton de prospérité durable assez semblable à l'origine green irlandais, qui est un cap. Et de dire aux agriculteurs en particulier, est-ce que vous êtes d'accord d'avancer avec nous vers ce pacte, cet indicateur breton de prospérité durable, qui vise à aucun impact négatif, ni sur l'environnement, ni sur la santé, ni sur l'emploi. Mais au lieu de nous, technocrates, penser des solutions pour les paysans, nous allons leur demander de faire des propositions. C'est pour ça que je supprimerai en particulier les appels à projets. Tout le monde meurt des appels à projets pour des appels à solutions. Et j'ai été maire d'une commune rurale. Je sais que les agriculteurs ont des solutions à partir d'une condition qu'ils mettent, pas d'humiliation. Faites-nous confiance. Vous n'êtes jamais monté sur un tracteur. Nous sommes sur les tracteurs. Nous avons les solutions. Faites-nous confiance. Joannick Martin, l'agribashing, vous êtes aussi opposé à cette dynamique? Bien sûr. Moi, je suis quand même habitant de Saint-Brieuc. La question des algues vertes, c'est une question qui est très présente sur la baie de Saint-Brieuc et on aimerait être fiers justement de notre baie. Aujourd'hui, quand les touristes viennent et qu'ils nous disent voilà, vous avez des algues vertes, forcément, nous, on n'est pas fiers. Et un Breton, il aime sa terre et il n'aime pas quand la terre est malade. Donc, on veut faire justement en sorte que cette terre se soigne. Et alors comment? C'est beaucoup lié aussi à la géographie de la Bretagne parce qu'on demande plus d'efforts aux agriculteurs, mais ce qui fait les algues vertes, c'est aussi le climat, c'est aussi la topographie des baies. Et aujourd'hui, on demande encore plus, bien sûr, d'efforts pour les agriculteurs. Ne pas oublier que c'est le milieu agricole aussi qui a sorti la Bretagne du marasme économique. Et on a aujourd'hui un secteur qui est vraiment porteur pour la Bretagne, qui est l'agroalimentaire et les agriculteurs. Nous, on veut travailler avec eux. Donc, pour cela, on veut les accompagner, les aider. On demande également la régionalisation de la PAC parce que la question agricole, c'est vraiment une question qui concerne les Bretons. C'est vraiment un défi de la Bretagne, c'est à nous de la gérer. Alors, la PAC, les aides régionales également. Certaines aides régionales ont fait grincer des dents ces derniers temps et ont inspiré l'humour de Loïc Schwartz. 180 000 poulets en Valvoire pour un seul emploi et demi. Voilà ce dessin. Des poulaillers géants comme celui-ci ont été autorisés ces dernières années. Une dizaine dans la région, 4 en 2020 dans le Morbihan, comme à Plodrin près de Vannes. Et pour ces projets, la région abonde à hauteur de 50 000 €. Alors Gilles Pénel, vous, président de la région Bretagne, vous continuez à subventionner ces poulaillers XXL? Moi, je subventionnerai les agriculteurs qui vont vers un mode de production de plus en plus raisonné,
qui respectent le bien-être animal, et ils le font de plus en plus. Mais ce n'était Je pas ma pense que question. là, on est encore, C'est poulailler géant. Permettez-moi de vous dire, on est encore là, dans cette deuxième partie de notre débat, dans la stigmatisation des agriculteurs. Je voudrais revenir 30 secondes sur les algues vertes. Personne n'évoque, à part nous, le réseau des stations d'épuration qui ne sont pas aux normes et qui sont aussi responsables de la pollution de l'eau. Le chiffre du CEVA indique 95% de Moi, je responsabilité soutiens nos agricole. agriculteurs et je ne rentre pas dans des polémiques créées par des associations dites écologiques qui s'inspirent sur des cas rares pour généraliser un métier qui est en train de faire d'énormes efforts pour respecter le bien-être animal, pour qu'on mange bien, pour nourrir le marché national, car les Bretons nourrissent le marché national, et ça, c'est une très bonne chose. Alors, il faut continuer de produire. 400 000 habitants de plus en Bretagne, 400 000 habitants de plus en Bretagne d'ici quelques années. Il faudra nourrir tout cela. Il faut les nourrir avec des produits bretons et non pas des produits qui viennent d'Amérique du Sud à cause des traités de libre-échange de l'Union européenne. Donc vous dites oui aux fermes-usines? Non, je n'ai pas dit oui aux fermes-usines. J'ai dit que ce n'était pas un modèle que moi je défendais particulièrement. Je suis attaché à une agriculture familiale avec des salariés agricoles. C'est le modèle que je défends, celui qu'on est en train de faire disparaître aujourd'hui. Moi, j'habite dans le pays de Fougères, pays laitier. Nos laitiers sont en train de disparaître. Et ça, c'est extrêmement grave. Et la gauche et la droite portent une immense responsabilité. Daniel Cueff, qu'est-ce qu'on peut répondre aux agriculteurs qui disent si ces fermes XXL, nous ne les avons pas chez nous, c'est de l'importation, ce sont des volailles qui viendront d'ailleurs? Moi, je propose de travailler filière par filière. Donc, nous allons prendre chacune des filières et voir en quoi chacune des filières peut aider la Bretagne à avancer vers cet indicateur breton de prospérité durable. Donc avec des éléments comme la biodiversité, la santé et l'emploi. C'est pas rien, vous savez. Donc une entreprise, une filière, chaque année, qui viendra demander des subventions, par exemple, pour l'emploi, on sera en situation de lui dire « Mais qu'avez-vous fait pour le revenu des agriculteurs? Avez-vous diminué vos intrants? Est-ce que les pesticides sont en réduction ou pas? Avez-vous décarboné ou pas votre flotte ?» Des conditions. Ce n'est pas des conditions, c'est quelles solutions vous avez mis en place. Et nous vérifierons évidemment que ces solutions sont bien réelles, qu'elles ne sont pas simplement du discours et qu'elles sont effectives. Alors, il y a un autre projet qui a soulevé des oppositions. Un autre projet, c'est la subvention que la région a accordée à la SICA. La SICA, c'est le premier groupement français de producteurs de légumes et d'horticulture, 800 agriculteurs. 10 millions d'euros pour soutenir sa plateforme logistique de 17 hectares destinée à gérer la production légumière du Nord Finistère à destination de Rungis. Thierry Burlot, c'est un beau cadeau, 20% du montant total de l'investissement. La Bretagne-Rungis, on n'est pas vraiment dans les circuits courts. Mais écoutez, moi, je vais vous dire, sur les fermes-usines, et pour revenir au débat précédent, d'abord, les algues vertes restent un fléau, et le seul objectif, c'est d'éradiquer le phénomène. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, heureusement qu'on a eu des associations comme Eau et Rivière pour nous secouer, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Sur les fermes-usines, il faut qu'on s'entende. Le cochon qu'on ne produira pas en Bretagne demain, il sera produit en Chine dans des porcheries de 80 000 places. Ou en Allemagne. C'est ça qu'on veut. Donc moi, je veux sauvegarder le modèle breton en engageant les transitions. Et comme l'a souligné Daniel Cueff, avec des indices et par filière. Mais le modèle breton d'après-guerre, le modèle breton productiviste. Mais attendez, la ferme bretonne, madame, je vous ai pas la ferme bretonne, elle est familiale. Elle est de taille humaine. Qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est quoi cette histoire de ferme-usine? Attendez, on n'a pas d'élevage de 500 ou de 1000 vaches. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a quand même des poulaillers. La baie de Saint-Michel. 680 000 poulets. La baie de Saint-Michel-en-Grève. 1 million pour l'année. Mais je vous prends la baie de Saint-Michel-en-Grève, où il n'y a d'ailleurs pas un poulet ni un cochon. On n'a que du bovin viande et du bovin lait. C'est des exploitations familiales. Ce sont des exploitations familiales. Mais de quoi on parle? Moi, j'ai rencontré tout récemment un agriculteur qui avait 180 000 poules pondeuses en cage. Il m'a dit, j'engage des transitions. C'est la demande alimentaire. Je vais faire je vais supprimer mes cages. Je vais faire du poulet plein air. Je m'engage, 120 hectares, à donc, passer tout vous êtes pour l'engagement des agriculteurs juste. Je veux faire de la Bretagne, juste pour finir, la première région d'Europe en termes d'agroécologie. Juste en 30 secondes, Joannick Martin, sur cette question. Est-ce qu'on se passe de ce pan de l'économie, de ces grosses fermes-usines ou de la SICA, par exemple, qu'on va soutenir? Non, j'entends qu'on a que des fermes familiales en Bretagne. Je pense que c'est un peu caricatural. On a aussi des plus grosses infrastructures. Je pense qu'il faut les assumer. Il faut, il faut que ces
structures-là aient des bilans écologiques qui soient acceptables pour les Bretons, mais il faut aussi se rendre compte que derrière, c'est des emplois, c'est l'économie, et ça irrigue tous des bassins de vie derrière. Donc, Vous avez il faut l'assumer. le mot de la fin de ce débat. Voilà pour ce second thème. Gilles Pénel, je vous invite à rejoindre Robin Durand et votre contradictrice. Voilà, donc deuxième débat. Gilles Pénel va rejoindre Isabelle Callennec. Le Callennec, deux représentants de deux familles politiques, le Rassemblement national et les LR, deux familles politiques concurrentes pour capter l'électorat conservateur. On va regarder tout de suite les intentions de vote pour ce premier tour. On voit que Gilles Pénel vous devance largement Isabelle Callennec. Il y a un homme que vous connaissez tous les deux, il s'appelle Florent de Kersauzon. Il est chef de file du Rassemblement national dans le Morbihan, un ex-filloniste, comme vous, Isabelle Callennec. Sur son compte Twitter aujourd'hui, il appelle tous ses amis LR à voter utile, à voter Gilles Pénel. Moi, au contraire, je pense que voter utile, c'est voter Isabelle de Callennec et ils sont où la Bretagne. Les résultats de ce sondage, ce ne sont que des résultats d'un sondage et vous savez qu'il est contradictoire avec un sondage qui est sorti il y a plusieurs semaines. Vous parlez au même électorat aujourd'hui. Non, on parle. Alors moi, je parle à toutes les Bretonnes et tous les Bretons. Voilà. Une campagne électorale, c'est fait pour aller à la rencontre des électeurs, d'écouter, de proposer. Et s'agissant de M. Pénel, si je peux me permettre, on attend les propositions. Et je viens de vous écouter sur l'agriculture. J'ai pris des notes. Rien sur l'installation des jeunes agriculteurs. Attendez, on a deux Rien minutes, sur on a 2 minutes l'investissement pour les agriculteurs. Rien sur l'autonomie énergétique des exploitations. Alors oui, vous défendez les agriculteurs, Oui. mais dès qu'il est question d'être concret, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant 6 ans où vous avez été conseiller régional dans cette assemblée sortante, jamais une proposition. Donc oui, c'est bien de constater, mais à un moment donné, il faut faire des propositions. Je comprends que Mme Le Callennec soit en difficulté. Aujourd'hui, les Bretons viennent de lui dire qu'elle n'est pas capable de battre la gauche en Bretagne. Le seul candidat, je ne vous ai pas interrompu, madame, même quand vous avez raconté n'importe quoi, je ne vous ai pas interrompu. Les Bretons nous disent aujourd'hui que le seul candidat qui est capable de battre la gauche et ces drôles d'alliances dangereuses pour la Bretagne, c'est la candidature du Rassemblement national. Et Florent de Kersauzon, effectivement, Florent de Kersauzon appartient à ces gens de la société civile, ces électeurs, qui viennent de votre camp parce que vous avez trahi ces électeurs, madame. Moi, j'ai siégé pendant 6 ans avec vos élus au Conseil régional. Ils font le contraire de ce qu'ils ont dit en campagne électorale. Ils votent les subventions aux associations immigrationnistes, politisées. Ils votent avec M. Chéné-Girard la plupart des choses. Et ça, vos électeurs n'en peuvent plus. Ils veulent maintenant de la clarté. Ils savent que nous sommes le vrai rassemblement, que nous les accueillons et que nous pouvons battre la gauche. Ça ne suffit pas, M. Pénel. Pas avec vous. Suffit pas. Pas avec vous. Vous êtes dans l'invective. Vous prenez des notes que vous ne comprenez même pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse. On n'est pas sur une élection présidentielle. Non, on est sur dans une élection régionale. régionale. La question qui est posée le 20 et le 27, c'est qui demain pour diriger la Bretagne? Eh bien, une pas Bretagne que j'ai chère à mon cœur Pas vous. et pour laquelle j'ai constitué une équipe de Bretagne. Et si, Isabelle Le Callennec, ici, le Rassemblement national est très haut. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée d'un front républicain? Est-ce que, comme Guillaume Pelletier, le vice-président des LR, vous estimez qu'un front républicain aujourd'hui, c'est une escroquerie intellectuelle? C'est un sondage. Vous pouvez le regarder. Un électeur sur 2 ne sait pas ce qu'il fera dans 10 jours. Donc la campagne, elle n'est pas terminée. Moi, je fais des propositions concrètes. Quand vous dites que vous défendez les agriculteurs, moi, je les défends. Je défends aussi les pêcheurs. Je ne vous ai pas vu à Saint-Brieuc, M. Pénel, pour aller s'opposer à ce projet d'éolien offshore. Attendez. Je ne vous ai pas vu. J'ai vu un de vos colistiers, là, si vous me parlez de mais je ne vous ai pas vu. Oui, si vous me parlez de Saint-Brieuc, du parc éolien de Saint-Brieuc, on est typiquement dans ce que vous êtes. C'est M. Fillon, votre mentor, qui a lancé le projet du parc éolien catastrophique de la baie de Saint-Brieuc. M. Marc Le Fur avait, dans son programme de 2015, le développement de l'éolien. Vous, sur France 3 Bretagne, sur cette chaîne, vous avez dit que vous étiez pour l'éolien. Vous mentez aux Bretons, vous mentez aux électeurs. Et le seul mouvement qui est contre les éoliennes, c'est le Rassemblement. Et tout le monde était à l'écoute. Pas du tout. Sauf qu'il y a eu une concertation, et aujourd'hui, c'est un échec de la méthode. C'est un échec de non, votre politique. Non. Vous ne nous proposez pas, vous ne nous proposez pas de mix énergétique, pro-nucléaire, développement durable. Moi, je dis qu'on peut développer l'éolien, qu'on peut développer le biomasse, qu'on peut développer le solaire, mais pas n'importe où et pas n'importe quel prix. Et donc, sur ce projet spécifiquement, je suis contre. Pourquoi? Et c'est la raison pour laquelle, sur ma liste, j'ai des agriculteurs, j'ai des pêcheurs. Je suis crédible dans la composition de ma liste, crédible dans mes propositions. Il nous reste 1 minute justement pour tester vos différences. On va savoir un peu quelle Bretagne vous
vous valorisez, vous défendez finalement. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeune homme qui va apparaître, là, on voit sa photo apparaître à l'écran, il s'appelle Bobou Conté, il a 21 ans, il est apprenti menuisier à Plébin dans le Finistère, il a déjà en poche un CAP de carreleur, un CAP de maçon, il est orphelin, il a quitté le Mali il y a 5 ans, son titre de séjour vient d'être refusé. Est-ce que votre Bretagne a vocation à faire tout ce qu'elle peut pour garder ce jeune apprenti? Liberté, égalité, fraternité. Moi, je suis élue locale, je suis maire de Vitré. Tous les jours, je suis confrontée à ce type de situation. J'essaie de les gérer de façon humaine, mais légale. Et aujourd'hui, j'observe que tous ceux qui veulent s'intégrer, qui apprennent la langue et qui travaillent sont acceptés. Alors, la réponse ce de qui Gilles n'est Penel. pas accepté, ce qui n'est pas accepté, La réponse ce de sont Gilles les Penel, il nous reste 30 personnes qui sont secondes. en Il nous reste 30 situation secondes. La illégale. réponse de Gilles Et Penel, là, Isabelle Le Callennec, effectivement, s'il vous plaît. vous jouez là-dessus, monsieur Penel, S'il vous pour plaît, faire Isabelle Le monter les Callennec, on haines. respecte l'équité. Moi, je suis pour dire qu'il faut un moratoire maintenant. Il faut dire stop à l'immigration. C'est vrai que les LR votent toutes les subventions à l'immigration au Conseil régional. Moi, Il n'y a pas de subvention à l'immigration au Conseil régional. Vous siégez au Conseil Le gong a sonné. Merci à tous les deux. Une autre calme, madame. On continue la parole donnée aux autres candidats. Justement, une autre liste demandera également les suffrages des Bretons le 20 juin prochain, celle proposée par l'Union des musulmans démocrates français, baptisée Tous unis contre l'islamophobie. C'est la première fois qu'elle participe à une élection régionale en Bretagne. Son porte-parole, Khalid Bajouj, présente les principales propositions de leur programme. Notre liste aujourd'hui, Tous unis contre l'islamophobie, est présente pour la première fois en Bretagne. Et notre présence est hautement symbolique, car on sait que les Bretons ont subi dans leur histoire des discriminations importantes. Et on sait qu'ils seront solidaires de notre liste et de notre combat. Aujourd'hui, notre programme s'articule en 2 volets. Le premier, il s'agit de la lutte contre les discriminations et contre toute forme de racisme. Et nous voulons conditionner toute aide économique aux entreprises au respect de cette charte éthique qui veille à donner l'égalité des chances à tous les citoyens bretons. Le deuxième volet de notre programme concerne la transition écologique. Et là, nous vous souhaitons créer une régie agricole régionale afin de produire pour les lycéens, pour la restauration scolaire des lycéens, des fruits et des légumes bio. Le deuxième volet de la partie écologique de notre programme, il s'agit de donner un carré potager de 50 mètres carrés à chaque citoyen breton pour qu'il puisse autoproduire un maximum de légumes et de fruits bio sur sa parcelle et de permettre également le recyclage des déchets. Voilà, et un autre candidat est engagé dans ces élections régionales. Il s'agit de David Cabas, qui conduit la liste soutenue par le mouvement souverainiste Debout la France. Voici les principales propositions de sa liste Debout la Bretagne. Nos 4 priorités pour les 6 années à venir, c'est en cette sortie de crise sanitaire, sauver les emplois et les entreprises. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est la sécurité des Bretons. On a fait énormément. La Bretagne ne fait rien aujourd'hui. On fait des propositions pour la sécurité des Bretons. La troisième priorité, c'est l'aménagement du territoire. Ce que nous, on veut absolument, c'est un équilibre entre chaque Breton, une égalité de traitement entre tout Breton qui viennent de la ville ou de la campagne ou de la côte. Et le dernier point, c'est on est des farouches opposants au projet d'éoliennes, comme à Saint-Brieuc ou sur la côte sud ou sur la terre. On veut absolument mettre fin à cette folie éolienne. Voilà pour ces 2 candidats. Nouvelle table ronde. À ma droite, nous retrouvons Joannick Martin et Loïc Chenet-Girard. À ma gauche, Claire Desmarpoirier et Gilles Penel. Laetitia procède au tirage au sort. 3e thème de ces tables rondes, territoire breton. Et cette question, sont-ils tous égaux ? Voilà une question qui s'est révélée assez cruciale depuis le début de la pandémie, de façon très concrète. Alors que de nombreux Bretons étaient invités à télétravailler chez eux, loin de leurs bureaux habituels, les voilà confrontés aux zones blanches, notamment aux accès Internet très bas débit. Une problématique étudiée par Antonin Billet et Jean-Michel Piron. Ce serait bien qu'il y ait peut-être plus de connexions, que ça marche mieux, parce que même pour les jeunes qui vivent à la campagne, qu'on intègre mieux tout le monde. Maintenant, tout passe par Internet. Ouais. Il y a tout qui passe, même pour prendre un rendez-vous chez le médecin ou quoi. Pour moi, c'est important vraiment d'avoir la fibre, pouvoir travailler, créer mon entreprise aujourd'hui, me développer,
pas être obligé de toujours aller à Paris, au contraire, ou même à Rennes, de vouloir vraiment développer en campagne. Et pour moi, c'est important que tout le monde soit égal sur ce côté-là. En Bretagne, le déploiement de la fibre optique est porté par un syndicat mixte baptisé Mégalis, avec une promesse, une Bretagne 100% fibre en 2026. Mais le chantier a pris du retard. 1 million de prises devaient être installées à l'horizon 2020, seulement 150 000 l'étaient réellement. La Bretagne a un taux de raccordement de 35% des foyers contre 52% au niveau national. La fracture, elle est là, mais je pense que contrairement à d'autres fractures, elle est réparable et elle sera réparée. C'est une question en quelque sorte de calendrier. Donc il y a un retard à l'allumage, mais elle sera réparée. Alors que pour d'autres fractures territoriales, elles ne seront pas forcément réparées. Alors déjà, il ne faut pas faire croire qu'il n'y aura pas de différence entre des territoires ruraux, avec les avantages en termes de mode de vie, et les territoires urbains. On ne pourra pas avoir le rural et l'accès aux aménités urbaines. Donc il y a d'autres fractures territoriales qui, elles, seront beaucoup plus difficiles en quelque sorte à résorber. Il est clair que dans un monde plus rural, on n'aura pas accès au même univers de choix et à la même offre commerciale, la même offre culturelle, la même offre d'enseignement supérieur en quelque sorte, la même offre de services publics. On n'aura pas affaire à la même offre de la part du marché, des acteurs privés, mais aussi de la part du service public lui-même. Alors, on l'a vu dans ce reportage, Mégalis a pris beaucoup de retard. On est très loin des ambitions. Loïc Chenet-Girard, c'était votre bébé, c'était votre projet. C'est donc votre échec. Non, c'est un sujet sur lequel je me suis engagé dès 2017. Nous avons changé les modalités. Nous sommes passés d'un chantier qui était découpé en plein de petits bouts, qui effectivement était inopérant, à un seul marché d'1 milliard d'euros, que j'ai signé il y a 1 an maintenant, et qui est en train de se déployer sur toute la Bretagne. Il y a actuellement 300 chantiers en cours. Toutes les semaines, on déploie des milliers de prises, mais effectivement, c'est long parce que la Bretagne est très étalée. Mais ça, vous le saviez. Donc on est en retard, donc c'est un échec. Mais nous avons changé la méthode. Et ça fait 1 an que nous avons changé la méthode et l'accélération est en cours. Toutes les semaines, vous voyez des prises qui s'ouvrent sur les différents territoires de Bretagne pour que 100% de la Bretagne soit fibrée en 2026. Donc ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise appréciation au départ. Nous avons lancé ce projet il y a 10 ans. Et effectivement, il y a 10 ans, nous pensions pouvoir travailler avec toutes les petites entreprises de Bretagne. Et ça n'a pas fonctionné, pour plein de raisons. On voit bien que c'est comme si nous avions voulu construire le TGV avec tous les artisans le long du TGV. Donc là, on est parti sur une entreprise qui a la responsabilité totale de le faire et qui doit avancer. C'est un marché d'1 milliard d'euros qui a été signé. Claire Desmarques-Poirier, 2026, 5 ans, c'est très très loin quand on est aujourd'hui dans le télétravail. Comment on accélère ? Oui, surtout qu'aujourd'hui, c'est un enjeu très fort. Enfin, moi, je vis dans un territoire et je vis la fracture numérique au quotidien. C'est un enjeu qui est très fort. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'accueillir qu'il va falloir attendre. Il va falloir attendre la fibre. Et encore, Jean-Yves Le Drian, au moment de l'élection de 2015, l'avait promis pour 2020. Quoi. Donc aujourd'hui, effectivement... Non, 30, ça a toujours été 30. Ça a toujours été 30. C'est moi qui l'ai ramené à 26. Dont acte. Aujourd'hui, on est dans une situation de fracture territoriale sur le numérique, mais pas seulement. On a des enjeux très forts sur les transports, on en parlait tout à l'heure. Et sur l'aménagement du territoire, plus globalement, on sait qu'il y a une captation importante des énergies dans les métropoles, qu'on a dans les territoires ruraux dans lesquels je vis des problématiques importantes, mais on a aussi des opportunités. Et le message qu'on a envie de porter, c'est vraiment un message d'espoir pour une revitalisation des villes moyennes et pour une revitalisation des territoires ruraux. La fibre, c'est un outil, mais ce n'est pas le seul outil qui est à notre disposition pour faire émerger des projets entrepreneuriaux. L'enjeu de l'installation agricole, on a parlé tout à l'heure des algues vertes, mais l'installation de jeunes agriculteurs, c'est aussi une manière de redynamiser les territoires. Aujourd'hui, c'est un outil essentiel. On va poursuivre sur le numérique avec M. Pénel. Oui, je pense que le retard sur la fibre, c'est le grand échec de Loïc Chenet-Girard et de ses amis, dont M. Burlot, parce qu'aujourd'hui, c'est révélateur de la fracture, effectivement, qui s'opère entre nos grandes métropoles qui doivent être puissantes et ces territoires qu'on a oubliés, abandonnés. Alors, ils sont abandonnés à 2 niveaux, par l'État, le gouvernement, les gouvernements de gauche et de droite, qui ont fermé les services publics, qui n'ont pas créé les grandes infrastructures. On évoquait la N164 commencée depuis 60 ans. Et puis aussi par la politique du Conseil régional, de la gauche socialiste, qui a arrosé beaucoup là où ça poussait déjà tout seul. Eh bien, moi, je propose, contrairement à ce que dit Mme Le Callennec, qui a perdu son sang-froid tout à l'heure, j'ai des propositions. Je dis qu'il faut accélérer, mettre beaucoup de moyens et d'argent sur la fibre. Il faut rééquilibrer le territoire breton. Et moi, je propose, lorsque je serai élu, qu'1 euro dans quelque politique que ce soit dans les métropoles corresponde à 1 euro dans la ruralité. Cette ruralité, elle souffre en silence.
elle ne brûle pas de voitures, elle n'attaque pas les forces de l'ordre, mais elle souffre. Lonique chez NJR, vous voulez répondre? C'est une maladie chronique que de vouloir opposer les villes et les campagnes. Je ne les ai pas Nous avons opposés. des métropoles, nous Je ne les ai avons pas des villes, opposés. des campagnes. Moi, je ne choisis Vous les pas avez les oubliés. Bretons. Je suis président de toutes les Bretonnes et de tous les Bretons. Et quand vous dites que vous mettrez 1 euro, si c'est par tête de pipe, ça fonctionnera. Si c'est pas par tête de pipe, vous n'y arriverez pas. Oui. Vous n'y arriverez pas. Vous verrez. Et la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la Bretagne, elle est forte de ses villes moyennes. Depuis que je suis président, j'ai mis beaucoup de moyens sur les villes moyennes. Vous les avez beaucoup oubliés. de moyens pour faire en sorte Vous que les avez oubliés. les communes des campagnes puissent être proches d'une ville qui se tient, qui se porte. Il faut y travailler, il faut aller de l'avant et gérer ces problèmes de logement qui sont effectivement des enjeux considérables sur lesquels il y a beaucoup d'attentes. Sur les côtes, c'est évoqué régulièrement, dans les métropoles, dans certains territoires de Bretagne. Et c'est clairement pas, à titre personnel, par le statut de résident qu'on y arrivera. C'est par une politique que j'ai commencé à amorcer, de renforcement des centralités, de renforcement des villes moyennes et d'accueil et d'ouverture de cette Bretagne qui doit rester ouverte au monde. Alors, on va continuer avec quelques chiffres. Un tiers des Bretons habitent le littoral, un tiers dans les 2 métropoles, et d'ici 20 ans, 400 000 habitants supplémentaires. Jean-Nic Martin, comment on fait pour gérer cette attractivité et surtout réduire ce déséquilibre? Oui, la fibre, justement le déploiement de la fibre, nous, avec Bretagne Responsable, on dit que c'est un échec et que c'est un échec qui a renforcé les déséquilibres des territoires, notamment avec la crise du Covid et les nouvelles installations de population qui viennent des métropoles partout en France. Et ça a un effet induit, c'est que ça fait monter le taux, justement, le prix pour s'installer. Et aujourd'hui, nous, on a des jeunes ménages bretons qui cherchent à accéder à la propriété et ça devient de plus en plus difficile. Moi-même, comme propriétaire depuis peu de temps, je ne suis pas sûr qu'à Saint-Brieuc, j'aurais pu avoir le même projet au même endroit. J'aurais peut-être été obligé aujourd'hui d'aller en Centre-Bretagne, m'éloigner un petit peu des services. Alors, le Centre-Bretagne, c'est bien quand c'est un mode de vie qui est choisi, c'est un mode de vie qui est plus lent, plus en rapport avec la nature. Mais quand il est subi, là, ça devient un problème. Et alors, quelles sont vos propositions pour favoriser l'accès au logement? Le statut de résident, tel qu'il a été proposé par Monsieur Neil Kawissan, qui est sur la liste de Claire Desmarres. Donc, militant UDB. Hein. Voilà, c'est peut-être une des propositions, une des seules avec lesquelles on sera d'accord avec l'UDB, avec la réunification peut-être. Alors, ce statut de résident, pour en dire un mot, il propose effectivement de réserver la vente d'un logement au fait qu'on habite sur le territoire depuis 1 an. D'ailleurs, ça a aussi inspiré Loïc Schwartz. On va en profiter pour regarder ce dessin. Claire Desmarres-Poirier, sur cette question du statut de résident, vous le défendez aussi. Mais votre voisin d'en face, je ne vais pas le citer, vous dit inefficace, dangereux, contraire à la Bretagne. Contraire à la loi. Écoutez, Oui. alors là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout, mais c'est une interprétation. C'est Emmanuel Macron qui dit qu'il est anticonstitutionnel, ce sujet, sans même l'avoir traité. Il se trouve qu'il n'est pas président du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on a une situation sur la côte. En fait, il y a vraiment des situations très, très paradoxales. C'est-à-dire qu'on a une désertification dans le centre-Bretagne. On a des communes. Valérie Tabar, qui est notre tête de liste dans les Côtes-d'Armor, a été maire de Laurenant. Sa commune, elle avait 1800 habitants au début du siècle. Elle n'en a plus que 700. Et avec une grande difficulté à revitaliser. Et en même temps, on a des communes sur la côte avec une augmentation des prix du foncier qui est complètement délirant et surtout avec un pourcentage de résidences secondaires qui devient tellement important qu'on a des villages qui meurent. Et nous, on dit qu'on ne peut pas accepter ça. La disparition des services, la disparition des commerces, la fermeture des classes, parce que ces territoires deviennent des territoires consommés et on propose une solution. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des détracteurs à cette proposition. Pour des raisons différentes, j'ai pu échanger avec Mme Le Callennec sur la question de la propriété privée. Quand on dit ça, on touche à la propriété privée et au libre marché. Donc j'entends qu'il peut y avoir des tabous, mais je ne vois pas de propositions alternatives qui soient crédibles. La langue bretonne aussi est contre la loi. Ce que vous proposez, M. Chéné-Girard, en fait, c'est de faire ce qu'on fait déjà et on se rend compte que ça ne marche pas. L'Office foncier solidaire, il n'est pas créé. Je le propose. Oui, mais quel est le pourcentage de logements qui seraient concernés par cette Mais madame, d'abord vous proposition. partez dans une aventure Je partage totalement la création de ce dispositif. Alors peut-être expliquez-nous ce dispositif, Ça ne peut pas être le foncier seul solidaire. À quoi ça sert? solidaire, c'est pour pouvoir séparer le foncier du bâti et permettre aux nouveaux habitants de trouver une accession à la propriété avec 30%. Donc un terrain moins cher. C'est-à-dire qu'on achète, nous, le foncier, avec un office foncier, et on met à disposition ce terrain. On n'en est pas propriétaire, mais on est propriétaire de la maison qui est dessus. C'est une proposition, plus le logement social, plus l'accession à la propriété, plus le locatif. Mais madame, les millions d'euros que nous mettons dans l'établissement public foncier pour acquérir des biens, c'est un outil que nous offrons aux maires. Mais la salle d'attente pour la Bretagne, c'est non. La salle d'attente pour la Bretagne, c'est non. Nous sommes une Bretagne ouverte au monde. C'est inacceptable de penser qu'on peut dire qu'on va choisir qui est breton et qui ne l'est pas. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Ça ouvre une brèche, et vous le savez très bien. Et c'est
pas d'ailleurs dans l'esprit généralement des Dire la écologistes salle d'attente, que c'est de mettre faux. une salle d'attente. En fait, simplement, ça concerne des territoires très restreints. Ces Mais territoires on commence qui comme ça. Que faites-vous pour ces communes qui ont plus de 80% C'est pas acceptable. de résidents Loïc secondaires Chenet-Girard, vous êtes contre le statut de résident. Bien sûr. Vous n'avez pas peur de fâcher les régionalistes? Mais non, mais Ils sont attendez, sur à un votre moment donné, il liste, faut avoir là. des principes dans la vie. Moi, je veux une Bretagne qui reste ouverte. Paul Mola qui est On favorable. peut devenir. Non, Paul Molac, non. Monsieur ne le mettez Troidec, pas qui est là-dedans. favorable, il était avec nous en 2010 et équipe. il proposait quelque chose qui était très proche de ce statut de résident. Il était avec nous en 2010. On peut accompagner les Est-ce qu'il le Bretonnes et les soutient Bretons encore d'où qu'ils viennent de Bretagne, natifs de Bretagne, qui viennent de Paris ou d'ailleurs, ou des Bretons qui reviennent. Et on doit trouver des solutions pour eux, dédiées pour eux. Mais on ne peut pas commencer à ouvrir une brèche qui consisterait à trier les gens. C'est pas possible. Oui, mais ça c'est votre principe, mais ça n'empêche que ça crée la Je suis très division. opposé à ce statut de résident breton parce que je m'étonne que certaines formations politiques comme Europe Écologie Les Verts, qui considèrent que quelqu'un qui arrive de milliers de kilomètres est immédiatement chez lui, chez nous, ferait une distinction, une discrimination quand un citoyen d'une autre région française viendra en Bretagne. Je pense que ça passe par d'autres solutions. Oui, le logement social, effectivement, et ça, c'est un levier que les collectivités peuvent faire. Mais aussi, moi, je dis qu'il faut développer une grande politique économique qui ne crée pas seulement la mono-activité touristique sur le littoral. Il faut d'autres activités sur le littoral, développer les métiers de la mer, développer bien évidemment notre agriculture et notre industrie, afin qu'il n'y ait pas que le tourisme qui attire. Et ça, c'est mon programme, de développer toutes les filières en Bretagne. Et je pense que cela contribuera avec la création de parcs régionaux naturels. On va en créer un du côté de Saint-Malo, c'est une très bonne chose, qui règle et qui va quand même réglementer, c'est vrai, cette construction un peu anarchique de résidences secondaires qui pose des problèmes, parce que ça ne remplit pas les écoles, ça ne fait pas travailler les boulangeries l'hiver, mais ça ne passe pas par cette mesure utopique, contraire à la loi, que vous proposez, madame. Mais vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question. Et je le Si. dis, On ne vous quand je réconciliera pas sur ce sujet. parle du statut de résident, il s'agit bien et seulement des situations sur ces territoires consommés. On a bien J'ai écrit compris, un les bouquin qui territoires s'appelle restreints L'exode urbain. du littoral. Je suis pour l'accueil des nouvelles populations et le retour, Mais de évidemment, façon de la régulée diaspora sur le bretonne à la littoral, on a maison. bien Donc la compris. question n'est pas là. La Merci. question, c'est une question de justice sociale. Merci beaucoup, Claire Desmarres-Poirier. Voici pour ce troisième thème, Claire Desmarres-Poirier. Justement, vous allez pouvoir continuer à avoir la parole auprès de votre contradicteur et de Robin Durand. Voilà Claire Desmarres-Poirier qui va rejoindre Daniel Cueff qui conduit la liste citoyenne Bretagne Ma Vie. Vous, agricultrice bio à Sixte-sur-Affre, rappelons-le. Vous, ancien maire de Languedoc, connu pour votre combat contre les pesticides. Tous les deux, vous mettez au cœur de votre programme la transition climatique et le développement durable. On va regarder les intentions de vote pour le premier tour. Un petit coup d'œil à nouveau sur le sondage. Claire Desmarres-Poirier, 12%. Daniel Cueff, vous ne franchissez pas encore la barre des 5%, vous n'êtes pas en mesure, visiblement, de pouvoir fusionner avec une autre liste. Franchement, visiblement, 2 candidatures écologistes pour une élection régionale, ça fait trop pour les Bretons. C'est un peu la douche froide pour vous. Une union sacrée de tous les mouvements écologistes, ça aurait été un petit peu plus sexy, non? Bien sûr, mais j'ai tendu la main plusieurs fois. Vous à l'attendez Daniel toujours? Cueff. Bien sûr. Enfin, maintenant, c'est trop tard. Je suis désolée. J'ai appelé Daniel une semaine avant le dépôt des listes. Il m'a dit on se voit au second tour. Il se trouve que vos sondages montrent l'évidence, c'est qu'on risque de ne pas se retrouver au second tour et que cette décision, votre décision, Daniel, qui est une décision personnelle, a un impact. Mon intime conviction, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'écologiste, on a une immense responsabilité. On est face à l'urgence climatique. On a besoin d'agir. On a besoin de rassembler. Nous avons rassemblé. J'ai 8 mouvements politiques dans la liste Bretagne d'avenir, des citoyennes et des citoyens non encartés, nous avons souhaité et nous avons fait un rassemblement ouvert. Daniel Cueff, le diviseur de l'écologie? Écoutez, vous avez une formation en Sciences Po. Donc vous savez très bien que les sondages en particulier sont très souvent démentis par les faits. Oui, il se trouve que par ailleurs, vous avez particulièrement fait mentir les sondages. Mais... Ne faites pas comme tous les autres partis, me coupez la parole sans cesse. Donc nous n'avons pas les mêmes sondages aujourd'hui, mais pas du tout. Donc ça nous étonne. Ce matin, ça nous a un peu assommés, je dois dire, de voir ça. Mais ce ne sont pas les sondages que nous avons, nous. Nous en avons d'autres, internes. Nous avons d'autres sondages également. Et donc, nous allons faire bien plus que... Que disent ces sondages? Vous êtes à combien? Décision, Daniel, personne ne comprend votre décision. Ces sondages montrent aujourd'hui une dynamique de Bretagne Ma Vie en Bretagne. Regardez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous sommes les premiers partout, toutes catégories. Les réseaux sociaux ne sont pas... Vous verrez tout ce qui est... Qu'est-ce qui vous gêne dans l'écologie défendue par Claire Desmarres-Poirier? Ce que je ne veux pas, ce que nous ne voulons plus en Bretagne, c'est des alliances entre les partis politiques. Cela tue l'écologie. C'est l'ancien régime climatique qui nous remet sans cesse le même menu.
sans cesse les mêmes ingrédients. Parfois, il y a dessert, parfois, il y a fromage, mais c'est toujours la même histoire. Sauf que ça n'avance pas sur le terrain de l'écologie concrète. Donc moi, j'ai réuni une équipe autour de moi. Vous verrez, chacune et chaque membre de mon équipe, ce sont des gens qui peuvent dire que l'écologie, pour eux, c'est concret parce qu'ils l'ont fait, parce qu'ils ont milité, parce qu'ils ont construit des débats Mais nous aussi, importants. c'est évident. Enfin, je veux dire, ça n'est... Il n'y a pas de différence de fond. Sur Vous avez juste le comité de soutien un peu Daniel Cueff, vous avez dit dans la presse, il y a Lucie Lucas, la comédienne, Yvan Le Bolloc, Olivier Rollinger. Vous doutez un peu de leur engagement pour le... C'est pas ça. En tout cas, clairement, le choix du Star System, c'est pas le choix qu'on fait, c'est pas notre culture de la politique. Moi, j'ai autour de moi des gens qui seront pleinement investis dans l'institution, qui ont des parcours de vie qui sont illustrants de leur engagement, qui sont complémentaires. On a une équipe qui est à même d'occuper des fonctions au sein de la région et des compétences de vice-présidence, qui ont une connaissance des dossiers. Et j'aurais pu aussi prendre des chefs d'entreprise, prendre des gens connus, mais en fait, je ne substitue pas une place de personnes qui fait partie de ce collectif pour avancer sur le long terme, pour faire des voix, parce que c'est des influenceurs, cette stratégie de l'influence, de même que la stratégie notablière dont parlait Madame Le Callennec tout à l'heure en disant « j'ai des gens d'expérience sur ma liste », nous on veut du renouvellement. La réponse de Daniel Cueff. Donc c'est pas la stratégie qu'on a choisie. C'est une combinaison de petits partis dont parfois il n'y a même pas 20 personnes dans ces partis-là. Donc ça fait des coalitions, ça fait des gens qui sont tout le temps dans les partis en train de se mobiliser. Non, franchement, je préfère avoir quelqu'un comme Olivier Rollinger, dont je vous signale quand même qu'il est responsable de l'arrêt de la pêche massive du thon rouge quand même, parce qu'il l'a interdit. Pas tout seul quand même. Pas tout seul, mais il a une Nous, chaire à vous non l'UNESCO. plus. Il a l'avez pas fait tout seul, vous l'avez fait avec des gens de chez nous, vous le il a savez une bien. influence bien Je au-delà voudrais juste qu'on fasse de la vôtre. un petit test sur vos programmes. Claire Desmarre-Poirier, vous proposez 200 000 emplois verts délocalisables sur 10 ans. Vous signez, Daniel Cueff? Mais 200 000 emplois verts, voilà quelque chose qui est un slogan. Mais comment le faire? Vous savez, j'étais l'autre jour aux fonderies de Codan. Bon, j'ai rencontré des gens de la CGT qui m'ont dit, écoutez, moi, nous, on serait écolo. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, ce que nous propose l'écologie, ça nous propose d'aller à l'ANPE, qui s'appelle plus ANPE d'ailleurs, qui s'appelle Pôle emploi. Mais ce sont l'expression que donnent les gens dans les milieux populaires. Ils parlent encore d'ANPE. Et donc c'est ça que je ne veux pas. Et Daniel, je veux absolument trouver des solutions. Vous parlez du plan Marshall, vous parlez de l'ANPE, il y a un problème. Claire Desmarre-Poirier, l'indice de prospérité durable, vous signez? Enfin là, pour le coup, en termes de non-concrétitude, je ne comprends pas, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, vous répétez ce truc-là tout le temps, mais quelles sont les propositions concrètes? Les propositions concrètes de l'écologie, on a fait un programme qu'on a co-construit avec toutes les citoyennes et les citoyens. On a eu énormément de participation sur cette plateforme. D'ailleurs, c'était un très bon exercice démocratique. Moi, honnêtement, de toute façon, je pense que sur le fond et sur la méthode, on pourrait travailler ensemble. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez le choix de partir. Sur le second tour, Daniel Cueff, je ne le comprends pas. On a compris que vous n'aimez pas les appareils, les étiquettes des partis. Il n'y aura pas de consigne de vote? Non, parce que... Ok, pas de consigne de vote. Claire Desmarre-Poirier, seul, vous pouvez rendre un scrutin très incertain. Si vous vous ralliez à Loïc Chénet-Girard, vous faites gagner largement la gauche. Ça fait réfléchir? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une option sur la table? Bien sûr, toutes les options sont sur la table aujourd'hui. Merci beaucoup. On le rappelle, les 20 et 27 juin prochains, vous serez appelés donc à choisir entre 13 listes. Parmi elles, celle conduite par Christophe Daviet et intitulée « Un autre monde ». On écoute ses propositions pour la Bretagne. Je ne me sens plus représenté par ce système et je trouve que cette société se déshumanise. C'est la raison pour laquelle je me tiens aujourd'hui devant vous, pour vous proposer une nouvelle forme de démocratie. La démocratie participative opérationnelle. C'est un système dans lequel l'ensemble des citoyens sera toujours au cœur des débats et au cœur des décisions. C'est une nouvelle façon de co-gouverner ensemble, une nouvelle façon de co-construire un monde plus à l'honneur de l'humain et du vivant que nous vous proposons. C'est un système dans lequel la corruption n'aura plus sa place, car les élus ne seront alors là que pour porter la voix des concitoyens. C'est un système dans lequel nous aurons le droit de questionner et de remettre en cause les décisions prises. Je pense qu'ensemble, nous formons une magnifique intelligence collective et que si celle-ci est mise au service de la société, il en émergera un monde dans lequel il fera bon vivre. Voilà, c'était Christophe Daviet de la liste Un autre monde. Nous poursuivons avec notre dernière table ronde et nous retrouvons à ma droite Thierry Burlot, accompagné d'Isabelle Le Callennec, Pierre-Yves Cadalin et Daniel Cueff pour, naturellement, le dernier thème. Vous l'avez deviné, thème à l'intitulé un peu provocateur, la Bretagne contre Paris. Et nous commençons avec cette image de cette mobilisation à Guingamp le 29 mai dernier pour soutenir les langues régionales après la censure de 2 articles de la loi Molac par le Conseil constitutionnel. Et la plupart d'entre vous étaient présents fin mai à Guingamp, sauf vous, Pierre-Yves Cadalin. Pourquoi vous n'y étiez pas ?
Nous défendons les langues régionales, le breton et le gallo également, qui est un peu le parent pauvre de la politique linguistique. Et nous avons estimé que la décision du Conseil constitutionnel n'était pas juste, mais pour ma part, j'étais sur mon Ribin Tour à la rencontre des ouvriers et des salariés, parce que voyez-vous, la Bretagne contre Paris, je pense que ce n'est pas le bon angle. Il y a des oppositions en Bretagne qui doivent être tranchées par ces élections. Et lorsque je vois Loïc Hénaf sur la liste, par exemple, de Loïc Chéné-Girard, le président sortant, je ne suis pas sûr, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de conflit entre Loïc Hénaf et ses salariés. Nous avons le revenu ouvrier le plus faible en moyenne en Bretagne. Et c'est bien cela, on parle de la langue grande régionale, conversion. Ouais. Oui, mais voyez-vous, c'est un sujet un peu délicat pour vous avec la France Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, nous sommes pour les langues régionales. Mais il est important de dire que des oppositions doivent être tranchées. Lorsque Triskalia, entreprise qui a empoisonné des salariés, fait la pluie et le beau temps sur l'agro-industrie, car moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'agro-industrie, si vous voulez, ça me laisse complètement pantois. Je veux dire, les algues vertes. Alors, c'est la règle du jeu de ce débat, M. Cadalin. C'est-à-dire que c'est important, puisque la Bretagne contre Paris, ce n'est pas la bonne opposition. Oui, mais là, la table ronde, c'est les langues régionales. Les Bretons, ils demandent de la démocratie, de la démocratisation. Oui, mais c'est une convention citoyenne sur les algues vertes. Yolande Bouin, sur ma liste, elle est allée défendre c'est pas le thème de cette table ronde. Ce thème-là à Paris, justement. Je vais donner la parole à Thierry Burlot. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a 8 millions, plus de 8 millions d'euros qui sont consacrés aux langues régionales. La plupart d'entre vous, c'est multiplié par 2, multiplié par 3 le budget. On est un peu dans la surenchère, chacun veut y mettre un peu plus. Ah non, pas du tout. Moi, j'étais d'ailleurs à Guingamp, en tant que parent d'élève, d'ailleurs, puisque ma petite Marguerite... Votre petite fille. Oui, ma fille. Votre fille, pardon. Fait du breton. Et donc, j'étais là en tant que parent d'élève pour défendre les langues régionales, les langues de la région Bretagne. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler avec le Premier ministre, Jean Castex, qui me demandait comment s'était passée cette manifestation. Et je dois vous avouer que j'ai eu la satisfaction de voir que tout le monde était là. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut défendre les langues régionales. Tout à fait, tout le monde est d'accord. Je constate quand même que notre région donne à peu près 2,50 € par habitant au soutien aux langues régionales. Donc il faut plus d'argent. Et quand on compare aux autres régions, on est quand même assez modeste. Et nous proposons, et c'est le seul budget qu'on touchera d'ailleurs et qu'on affiche aujourd'hui, nous proposons, avec Stéphanie Stoll, qui est l'ancienne présidente de Diwan, de doubler ce budget pour montrer notre attachement à ce patrimoine. C'est ce que je disais, voilà, on double le budget, tripler, doubler, c'est un peu la surenchère. Non, moi je dis, il faut être sincère dans ce combat. Il y a une loi qui a été votée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ce sont, pardon de vous le dire, Monsieur Burlot, mais vos amis En Marche et Modem qui ont attaqué ce texte devant le Conseil constitutionnel. Et on entend après le président de la République nous dire qu'il est favorable aux écoles immersives. En laissant sa majorité aller attaquer ce texte à l'Assemblée nationale, voté dans les mêmes termes avec le Sénat, il démontre exactement l'inverse de ce qu'il dit. Donc oui, il a fragilisé en fait l'école immersive, qui n'est pas une école expérimentale. Ça fait 44 ans que ça dure. Donc oui, nous avons dit que nous consacrerions 1,5% de notre budget aux langues régionales. Et surtout, l'urgence, c'est de signer cette fameuse convention entre l'État, l'éducation nationale et la région Bretagne, toujours pas signée alors que ça devait être avant les élections. Daniel Cueff, pour vous, la politique linguistique en Bretagne est un échec. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas un échec des militants qui, depuis des années et des années, se mobilisent vraiment pour que les deux langues de Bretagne soient encore une réalité, sauf que la menace gronde et qu'il nous faut prendre vraiment la mesure de ce danger, d'où le plan Marshall des langues que nous avons développé, qui a été, comme sur tous les sujets que Bretagne Ma Vie présente, sujet qui a été travaillé, construit, co-construit pendant de longs mois avec l'ensemble des acteurs qui avaient quelque chose à dire d'intéressant, des solutions à proposer. Donc ce plan Marshall, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, c'est parce que ça va être extrêmement offensif. Alors bien sûr, on est un peu désarçonné par le Conseil constitutionnel qui aujourd'hui nous autorise à financer les écoles d'Iwan, mais sans qu'on puisse en parler breton. C'est un peu ça. Donc c'est une catastrophe. Donc nous allons prendre le temps que le Conseil constitutionnel soit saisi ou la Constitution soit changée, nous allons prendre sous notre tutelle les écoles d'Iwan s'il le faut, quoi qu'il en coûte. Mais avec le financement qui va avec ? Bien entendu. Les financements sont importants, certes, mais ça vaut tellement le coup. C'est tellement important de sauver nos deux langues de Bretagne. Et il faut savoir aussi que c'est une question démocratique importante. Les pays totalitaires commencent toujours par attaquer leur langue minoritaire. Alors, nous voulons une démocratie bretonne, et cette démocratie passe
par le sauvetage des langues. Plus largement, cette censure du Conseil constitutionnel a été interprétée par certains comme une nouvelle expression du jacobinisme parisien, avec une question sous-jacente. Est-ce que la Bretagne peut avoir droit à l'expérimentation, à une différenciation? On se souvient de la venue d'Édouard Philippe, c'était en février 2019, il était notamment avec Loïc Chénet-Girard, pour signer un contrat pour l'action publique en Bretagne, et la Bretagne devenant le laboratoire de l'innovation. Thierry Burlot, concrètement, qu'est-ce que ça a donné, ce papier? Écoutez, vous avez remarqué que j'étais soutenu par la majorité présidentielle, et j'en suis fier. 1,660 milliard d'euros, le budget de la région Bretagne. 5% des dépenses publiques en Bretagne. 50%, c'est l'État. Et moi, je souhaite avoir l'État à mes côtés. Tout comme je souhaite que l'Union européenne, avec Marie-Pierre Vendren, avec Pierre Karleskind qui me soutiennent, soit à nos côtés. Et on ne fera rien sans l'État et la région. Et je demanderai deux choses. Et là, on n'est pas d'accord avec l'État. La régionalisation des aides de la PAC, politique agricole, premier pilier et deuxième pilier. Et la deuxième chose que je vais demander, quand je serai président de cette région, c'est le travail avec l'ARS sur l'organisation de la santé en Bretagne. Parce que là, il y a de vrais sujets d'inégalité territoriale qu'il nous faut combler. La Bretagne en coprésidence avec l'ARS, c'est ce qui a aussi encore suscité l'humour de Loïc Schwartz. Je vais vous laisser regarder ce dessin. Isabelle Le Canet-Lec, la Bretagne aurait pu faire mieux toute seule pendant cette crise? Un point d'accord avec Thierry Burlot sur la co-gestion des questions de santé qui sont très importantes pour nos concitoyens par la région Bretagne. Un point de désaccord, moi je suis contre la régionalisation de la PAC. Pourquoi? Les agriculteurs que l'on rencontre vous disent que déjà il y a des distorsions de concurrence avec les autres pays européens. Si c'est pour intégrer des distorsions de concurrence à l'intérieur de notre région, puis tout dépend entre les mains de qui tombera la région demain, donc il y a quand même une inquiétude. Donc moi je souhaite que la PAC reste nationalisée. Sur la Bretagne et le rapport avec Paris, on a besoin, tout simplement parce qu'il y a des lois. Moi, je vais plus loin que le droit à l'expérimentation. Je propose une loi Bretagne. On a parlé des langues régionales. On parle aussi, et là je crois qu'il y a aussi un consensus, pour travailler sur une assemblée unique de Bretagne, et on souhaite les uns et les autres, manifestement, la réunification. Ça passe par la loi. Et donc il faut travailler avec les parlementaires à obtenir ces lois. Donc on ne peut pas jouer contre Paris. D'ailleurs, on est les premiers à demander de l'aide à Paris, merci le plan de relance, là je dis merci le plan de relance, quand les choses ne vont pas bien. En revanche, moi, je souhaite que les centres de décision ils restent en Bretagne. Je souhaite que nous sommes vraiment une région singulière. C'est pour ça que sur ma liste, j'ai des régionalistes. Ils estiment, à raison, comme nous, que la Bretagne est singulière et que donc, on doit avoir un traitement particulier. Et c'est tous ensemble, y compris avec les élus locaux, qu'on peut être plus fort et qu'on peut peser à Paris, peser à Bruxelles. On va devoir gérer l'après-Brexit. Isabelle Le Canet-Lec, vous avez parlé de l'Assemblée unique. Alors, c'est la fusion de la région et des départements bretons, 4 ou 5, comme ce qui existe en Alsace, cette Assemblée unique. Pierre-Yves Cadalin, quelle est votre position? Le problème de cette proposition, c'est que finalement, on fait du jacobinisme en Bretagne, c'est-à-dire qu'on recentralise à l'échelle de la Bretagne. C'est une concentration des pouvoirs autour de Rennes, par exemple, et plus fondamentalement, dans la crise démocratique que nous vivons, l'important, c'est de reposer la question du lien entre les citoyens et les institutions, ce pourquoi nous proposons le référendum d'initiative citoyenne, et surtout plus largement sur la répartition des compétences entre la région et l'État, la 6e République, une assemblée constituante pour qu'on puisse mettre enfin ce sujet sur la table, car nous voyons bien qu'aujourd'hui, la participation citoyenne n'est plus là, le pouvoir citoyen n'est plus là, donc d'abord, avant d'opposer la région à la capitale, prenons plutôt en considération la question essentielle, c'est-à-dire le pouvoir des citoyens et le pouvoir du peuple. Et nous sommes dans cette élection la liste du pouvoir citoyen et nous le mettrons en place à l'échelle régionale et travaillerons toujours à la convocation d'une assemblée constituante dont il faut rappeler d'ailleurs qu'elle a dû beaucoup dans l'histoire de France au club des Jacobins qui était composé par des Bretons. Daniel Cueff, cette idée d'assemblée unique, est-ce que, un peu comme Pierre-Yves Cadalin, vous avez l'impression que ça va éloigner les citoyens de l'institution? Je suis un militant de longue date de l'Assemblée de Bretagne, j'ai même écrit un livre là-dessus, et à chaque élection régionale, on nous reparle de l'Assemblée de Bretagne. Donc, ça ne se fait pas parce que personne ne veut quitter son poste? J'ai un projet de loi, il a été expertisé par l'Assemblée nationale, il est constitutionnel, nous essaierons de le poser sur la table auprès du président de la République ou de la présidente de la République. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est de s'apercevoir quand même que le préfet de région aujourd'hui, comme dans toutes les régions, a plus de pouvoir à lui tout seul que tous les élus réunis. Ça ne peut plus durer. Et donc la décentralisation est en panne.
L'État s'est recentralisé et donc ça donne des catastrophes sur le plan économique. Rendez-vous compte que nous avons aujourd'hui un préfet à la relance, alors que le chef de file de l'économie, c'est la région. Il y a quand même quelque chose qui ne colle pas dans notre République. Notre République est extrêmement centralisée. Donc il faut trouver des solutions. Moi, je ne vais pas attendre encore 6 ans que l'État nous fasse des propositions, donc on va en faire nous-mêmes. Il vaut mieux se servir par soi-même. Nous allons créer une chambre régionale citoyenne. Elle sera composée de 40% d'élus des 5 départements de la Bretagne historique, de 60% de citoyens ou de citoyennes tirés au sort. Et cette assemblée sera saisie d'un certain nombre de problèmes liés à la Bretagne. Je pense par exemple à la question de l'énergie. Et le résultat de leurs travaux seront obligatoirement inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée régionale. Merci beaucoup, Daniel Coeuf. Vous concluez cette dernière table ronde. Et à présent, Pierre-Yves Cadalin, je vous invite à rejoindre votre contradicteur, Robin Durand, pour le dernier duel de la soirée. Voilà, le dernier duel de cette soirée. On va réunir justement les 2 plus jeunes candidats engagés dans ces élections régionales. On va regarder justement les intentions de vote du premier tour. On va regarder, j'y arrive, vos scores pour ce premier tour. Joannick Martin pour le Parti breton. Vous êtes sous la barre des 1%. Pierre-Yves Cadalin pour la Bretagne insoumise. Vous êtes à 5%. Vous êtes en capacité de fusionner avec d'autres listes. Vous donnez des consignes de vote Nous sommes pour une majorité alternative dans la région qui rompt précisément avec l'influence démesurée du lobby agro-industriel, de la FNSEA, Triskalia, qui sont bretons, n'est-ce pas, mais qui pose un problème certain à de nombreux agriculteurs qui aujourd'hui. Juste répondez à ma question. Pas de consigne de vote. Pas de consigne de vote. Une majorité alternative, moi je pense, une majorité alternative est nécessaire, positive, dynamique et pour proposer un plan de création d'emplois. Le Parti breton, est-ce que le Parti breton donnera des consignes de vote? Alors déjà, je répondais à Robin Durand. Pour commencer, le sondage, il y avait un sondage qui nous plaçait aussi à 5%. Nous, ça ne reflète pas la réalité de la campagne de terrain. Donc voilà, on nous en faisons une très belle aussi d'ailleurs. Alors, vous incarnez un mot breton, Rivine. S'il vous plaît, vous incarnez 2 familles politiques qui n'ont pas la même histoire et le même rapport avec l'État, la République et l'identité bretonne. Où mettez-vous justement le curseur de l'autonomie régionale? On va essayer d'évaluer tout ça avec l'actualité de ces derniers jours. On va commencer par la crise sanitaire. La Bretagne commence à voir le bout du tunnel. Ces derniers mois, pour notre région, diriez-vous que l'État a été plutôt un problème ou une solution? Joannick Martin. Nous, ce que nous voulons, déjà, c'est... Répondez à la question. C'est un problème. On voit bien que sur tous les sujets bretons, aujourd'hui, ce qui bloque, c'est l'État. On le voit encore ce matin avec la ministre Jacqueline Gourault, enfin la secrétaire déléguée à la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. Elle bloque encore. Rien n'avance pour la Bretagne. Là, c'était sur le sujet de la réunification. C'est aussi le cas pour le sujet des langues. D'ailleurs, que les députés ont voté contre, les députés France Insoumise ont voté contre ce projet de loi Molac. Pierre-Yves Cadalin, sur la crise sanitaire, vous étiez pour un déconfinement sur mesure. Eh bien, non, il fallait surtout poser la question de la démocratie sanitaire. Encore une fois, je reviens à la question centrale du pouvoir citoyen. C'est-à-dire que bien des choses ont été faites en dépit du bon sens par le gouvernement. Le problème, c'est le contenu des politiques publiques. S'il y a des macronistes en Bretagne, s'il y a des macronistes en France, ils vont faire la même politique. L'enjeu de cette élection, c'est de décider précisément quel horizon on veut. Et moi, ce n'est pas, comme Chéné Girard le dit, moins de Paris, plus de Bretagne, c'est plus d'emplois, moins de pollution. Alors justement, la crise sanitaire doublée d'une crise économique qui frappe de plein fouet une entreprise morbihannaise, la fonderie de Caudan. Ça a été le départ de votre campagne, Pierre-Yves Cadalin. Entreprise qui ne fait plus partie visiblement des plans du groupe Renault. Est-ce que vous pensez que l'avenir économique de notre région passe encore par ces grands groupes nationaux? Nous, on veut soutenir des groupes bretons qui produisent aussi pour la France. On a à cœur, pour la Bretagne, de pouvoir décharger Paris aussi. On veut plus de pouvoir en Bretagne. C'est pourquoi. C'est aussi pour donner du pouvoir aux citoyens, comme vous le dites. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un pouvoir en Bretagne qui donnera un petit peu plus de pouvoir aux citoyens, justement? Est-ce que donner plus de pouvoir en Bretagne avec une assemblée de Bretagne au pouvoir renforcé, c'est pas aussi donner plus de pouvoir? Mais nous sommes pour la création d'une assemblée de contrôle des élus régionaux, effectivement, tirés au sort et qui permettent également d'éviter les conflits d'intérêts. Mais la réunification, vous savez, elle doit être traitée de façon démocratique. D'abord, on vote en Loire-Atlantique, ensuite dans les Pays de la Loire, ensuite en Bretagne. Mais ça fait 60 ans qu'on attend. Ça fait 60 ans qu'on attend de l'État. À quand le moment de la démocratie, justement? On va terminer ce face-à-face avec une question croisée. Comme le parti breton, Pierre-Yves Cadalin, pensez-vous que la Bretagne est une nation à part entière, qui doit avoir son siège à l'ONU, qui doit avoir sa propre justice, sa propre police? La France et la Bretagne ont une histoire liée, c'est celle de la République. Nous souhaitons une nouvelle. Donc la Bretagne n'est pas une nation à part entière, selon vous? Mais la Bretagne est ouverte.
La Bretagne Est-ce a que toujours c'est été une une nation terre à part d'accueil. entière? Bien écoutez, moi je ne pense pas, je n'emploierai pas ce terme-là. C'est-à-dire que la communauté politique qui est la nôtre, reprenez la c'est celle définition de la de ce qu'est une République nation. française. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les uns les autres et créer de fausses débats, de diversions qui empêchent justement d'ouvrir l'horizon. Car encore une fois, dans cette élection, nous sommes le bulletin Royaume-Uni, il y a positif. plusieurs nations. On a le Pays de Galles, l'Écosse. Nous, écoutez... mais pourquoi pas un État plurinational, sûr. n'est-ce pas, comme en Espagne ou en Bolivie. Mais le problème, tous ces problèmes-là ne pourront être tranchés que par une assemblée Et la Bretagne constituante. C'est a ainsi toujours que été... nous fonctionnons dans La ce Bretagne pays. a toujours été en danger. Elle se bat toujours. Et aujourd'hui... Mais elle est aussi actrice de On n'a pas l'histoire de attendu France, que la monsieur France Martin. insoumise débarque de Paris pour être insoumise Mais en Bretagne. vous n'avez pas, monsieur Martin, à me donner des leçons sur ce qu'est l'identité bretonne. Voyez-vous, ça fait 5 siècles qu'il y a des Catalans dans le Léon, donc je n'ai pas de leçons à recevoir de ce point de vue. Et l'immersion? Elle appartient à tout le monde, la Bretagne. Elle est diverse. Bien sûr. Pierre Cadalin, l'immersion. Le débat de ce soir, sinon il n'y a pas d'élection. Nous voulons la diversité vous êtes pour? Est-ce qu'on doit changer la Constitution? Il faut reposer le débat de l'intégration. Poser le débat, mais dans vous le n'êtes pas public. forcément pour. C'est un sujet pédagogique tout de même. Il faut que le sujet soit... Mais vu que ça existe depuis longtemps, moi, j'ai aucune opposition à ce que Diwan soit intégré au public. Vous vous battez pour la diversité des identités de la France insoumise. Pourquoi ne vous battez-vous pas pour l'identité bretonne? Mais si, nous sommes pour le breton et le gallo, je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement Ça se des résume deux, à il y ça, a à peu près l'identité autant de locuteurs, et aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Le gallo est davantage et moins financé Je vais terminer que ce le duel. Il nous breton. reste 20 secondes. On a un petit peu de rap, s'il vous plaît. Joanny Martin, c'est la question pour vous. Je sais que vous aimez le foot. Oui. L'Euro va commencer bientôt. La semaine dernière, il y avait un match de préparation. La France, l'équipe de France, affrontait un pays celte, les Pays de Galles. Oui. Vous avez supporté quelle équipe? Alors déjà, je ne l'ai pas regardé. Moi, je me sentirais vraiment pleinement français que lorsque je me sentirais Donc vous pleinement n'avez pas breton. supporté les Bleus. Et j'ai Vous besoin... n'avez pas supporté les Bleus? Non, mais je ne regarde pas forcément plus le foot que ça à la télé. Je préfère le pratiquer dans mon club de quartier. Et Brest s'est maintenu en Ligue 1, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on a gagné la Coupe de France avec l'équipe Merci de à hand. tous les deux de conclure cette série de duels. Il nous reste un candidat à entendre à l'occasion de cette grande soirée débat. Il s'agit d'Yves Chauvel qui conduit la liste La Bretagne en héritage. Voici les principales idées qu'il souhaite soumettre aux électeurs bretons. On l'écoute. Ce n'est pas un problème de la Bretagne contre Paris ou Paris contre la Bretagne, mais il y a effectivement une difficulté qui est du fait d'une décentralisation qui n'est qu'apparente, qui n'est pas effective. Donc les lois de fer ont été mises en pratique et on s'est aperçu rapidement que ça ne fonctionnait pas comme ça devrait fonctionner. Ce qui veut dire que nous avons besoin de faire en sorte d'avoir une gestion, une forme d'autonomie la plus large possible, un petit peu que selon le modèle suisse, si vous voulez, le modèle confédéral suisse, ou selon le modèle, par exemple, de l'Espagne, avec la Catalogne, de façon à pouvoir décider chez nous de ce qui nous concerne directement. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est aussi fondamental. Décider pour nous-mêmes, par nous-mêmes, que les Bretons puissent décider pour la Bretagne. Une évidence. Voilà pour ce dernier candidat. Merci Robin pour tous ces duels qui, j'espère, vous auront éclairé pour distinguer les candidats et leurs priorités. Avant de nous quitter, nous vous rappelons les résultats du sondage réalisé pour France 3 par Ipsos Sopra Steria, sondage d'intention de vote lors du premier tour de ces élections régionales réalisées sur 1000 personnes entre le 3 et 7 juin. Et l'information principale, c'est le Rassemblement national en tête des intentions de vote pour la première fois en Bretagne. 20% pour la liste de Gilles Pénel, liste talonnée de très près par celle menée par Loïc Chéné-Girard et Thierry Burlot, ex-aequo. Isabelle Le Callennec distancée, la candidate apparaît en 4e position à 14%, suivie par la liste écologiste de Claire Desmar-Poirier. La liste de la France insoumise de Pierre-Yves Cadalin est, elle, créditée de 5%, juste devant celle de Daniel Cueff. C'est ainsi que s'achève cette première soirée élection régionale. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir passé un petit bout de votre campagne chez nous sur France 3 à Bretagne. Je vous rappelle que 13 listes sont donc en concurrence et attendent vos suffrages pour les 20 juin et 27 juin prochains. Vous pouvez retrouver notre dossier spécial élection sur bretagne.france3.fr ainsi que sur le site de France Bleu.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour suivre la première soirée électorale avec plus de 2h30 de direct. Évidemment, notre politologue, les dessins de Loïc Schwartz et tous les plateaux à travers la Bretagne et nos directs. Ce sera dès 19h55, mais il y aura également un débat régional d'entre deux tours. Ce sera le 24 juin à 17h45. Voilà, vous savez à peu près tout concernant les rendez-vous. Les élections départementales, c'est aussi sur France 3 Bretagne et le prochain débat, c'est lundi prochain à partir de 22h45. Il sera question à la fois de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor. C'est un débat où l'on vous retrouvera, Laetitia Charbonnel. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous également de votre fidélité. Très belle soirée à tous, belle fin de campagne et aux urnes. Merci beaucoup.